Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 11h. À la une de l'heure des pros ce matin, une question vertigineuse. Va-t-on trinquer à l'administration de la mort comme on fête un pot de départ ou un anniversaire ? Philippe Juvin, député et médecin, document à l'appui, révèle que le 15 juillet prochain, au soir de l'adoption définitive du texte sur l'euthanasie qui ne dit pas son nom, le ministre Laurent Pannifou convie les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie pour un cocktail de célébration. Bien sûr, le CESE prendra en charge l'hébergement et le transport pour ses anciens membres, aux frais du contribuable français. Le ministre en question conteste formellement le mail d'invitation du CESE. Pas question de fêter quoi que ce soit, mais l'occasion de réunir ceux qui ont travaillé sur le sujet et d'échanger. On comprend alors que le problème ne viendrait pas du ministère, mais de ce machin appelé CESE. Le mal est fait. David Lisnard, le président des maires de France et candidat à la présidentielle, parle d'une réception à rebours de toute décence. Le CESE et ses 40 millions d'euros de coûts annuels, alors que les soins palliatifs manquent cruellement de moyens en France, affouera, prévient-il, s'il arrive au pouvoir. Quelles que soient les convictions des uns ou des autres sur ce texte, où est passée la retenue, l'humilité face à la mort, déplore Bruno Retailleau. Au-delà de cette polémique, la Macronie aura été marquée par cette incapacité à protéger les plus fragiles, nos enfants comme nos aînés, à magnifier la vie, à accompagner la mort, pourtant promesse faite depuis 10 ans. Que les membres du CESE ne lèvent pas trop vite leur verre, ne trinquent pas trop fort le 15 juillet prochain, puisque fait extrêmement rare, le président du Sénat, Gérard Larcher, a décidé de saisir le Conseil constitutionnel sur ce projet de loi. L'histoire n'est pas terminée et nous en parlerons dans un instant. Mais avant cela, c'est le point sur l'information avec Marine Sabourin, que je suis ravi de retrouver. Bonjour Marine. Bonjour Elliot, plaisir de vous retrouver également. Bonjour à tous. On commence avec ces bombardements iraniens entendus cette nuit à Bahreïn, au Qatar, au Koweït. Les sirènes d'alerte ont été enclenchées. Un peu plus tôt, les États-Unis avaient lancé de nouvelles frappes contre l'Iran. Donald Trump a même promis de riposter 20 fois plus fort si Téhéran continue à viser les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Dans l'Oise, après la découverte d'un corps dans le coffre d'une voiture brûlée, 2 hommes ont été mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire. Les 2 suspects sont déjà connus de la justice, notamment pour des infractions routières ou de la consommation de stupéfiants. Tous les 2 auraient eu un différend avec la victime très récemment. Et puis le parquet de Paris fait appel de la relaxe prononcée mardi d'un animateur périscolaire pour agression sexuelle sur des enfants. David G, 36 ans, a été relaxé faute d'éléments matériels. L'accusation repose essentiellement sur des témoignages d'enfants de 3 à 5 ans qui faisaient état d'attouchements sur leurs parties intimes. Voilà pour les dernières informations à 9h, Elliot. Merci Marine Sabourin pour le point sur l'information. On est avec Laure Lavalette, députée du Rassemblement national du Var, porte-parole de la campagne. Madame la porte-parole, bonjour et ravi de vous retrouver. Nous parlerons de Marine Le Pen, de la Cour de cassation dans quelques instants. Charlotte Dornelas est avec nous, chère Charlotte, bonjour. Monsieur le ministre, Bernard Lelouch, nous parlerons de l'Iran avec vous, bien sûr. Thomas Bonnet est avec nous, du service politique de CNews. Léonard Zerbib, avocat, spécialiste en droit public, spécialiste aussi de la Constitution. Donc on a besoin de savoir ce qui est en train de se passer, puisqu'on vit une séquence politico-judiciaire inédite. Et Mathias Leboeuf est avec nous. Cher Mathias, ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste et docteur en philosophie. Je voulais impérativement commencer par cette actualité qui fait polémique et qui sera bien évidemment sous-traitée. Mais ça dit tellement long sur l'état de notre société. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Laurent Pannifou, organise le 15 juillet prochain une réception à l'occasion de l'adoption de la proposition de loi relative à l'aide à mourir. Déjà, la formule, elle ne dit pas son nom, c'est l'euthanasie, mais il ne faut surtout pas prononcer ce mot. Après plusieurs réactions politiques, Laurent Pannifou s'est exprimé sur X. Il déclare qu'il ne s'agit pas d'un cocktail ni d'une célébration, comme le prétendait le CESE dans son mail d'invitation. Parce que tout part, et heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte, de Philippe Juvin, qui est député, qui est également médecin, et qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, puisque dans le mail d'information du CESE, on parle de cocktail de célébration. Ça y est, on célèbre l'administration de la mort en France. Allez, on va trinquer. On va trinquer parce qu'on a réussi à imaginer comment on allait administrer la mort sur notre sol. Dans le cadre de la loi,
dans la fiche de renseignement du CESE, relative à l'aide à mourir, vous êtes convié en tant que membre de la Convention citoyenne sur la fin de vie à un cocktail de célébration le 15 juillet à 20h à Paris. Après cette alerte de Philippe Juvin, plusieurs responsables politiques de haut rang ont là aussi réagi. David Lisnard, Bruno Retailleau, j'ai vu également un ancien ministre un ancien ministre réagir, je vous donnerai son nom dans quelques instants. Et puis vous avez donc Laurent Panifoux, le ministre, qui a préféré préciser « Ni cocktail ni célébration dans mon ministère le 15 juillet. J'ai trop de respect pour le travail parlementaire, pour les différentes sensibilités sur un texte qui interroge nos convictions les plus profondes. Pour organiser un cocktail ou une célébration, il n'en a jamais été question, contrairement à ce que laisse penser le mail d'invitation. » Thomas Bonnet, expliquez-nous un peu ce qui est en train de se passer. C'est affligeant, bien sûr, mais ça a le mérite d'une chose, ça a le mérite de la clarté et de nous montrer ce que cette loi constitue pour ceux qui sont favorables, c'est-à-dire un trophée politique, c'est-à-dire une victoire politique avant toute autre chose, parce que je vous rappelle quand même qu'on est passé par un texte d'équilibre, je vous reprends les termes qui avaient été employés, texte d'équilibre, texte de fraternité, ça c'était l'idée qu'on allait aller avec la main qui tremble sur ces questions-là. Or, cette réception, à minima, et ce cocktail, comme il avait été d'abord annoncé, montre bien que ces responsables politiques voient ce sujet comme un progrès sociétal, un trophée politique, et finalement cocktail de célébration. Considère assez peu le reste et le fond du sujet qui est pourtant vertigineux. Mais vous imaginez l'état de notre société, c'est-à-dire qu'on imagine du côté du CESE un cocktail de célébration. Pour les auditeurs et les téléspectateurs, le CESE, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde, ça coûte cher, 40 millions d'euros par an. Mais qu'est-ce que c'est le CESE, Thomas ? Considéré comme une sorte de troisième chambre du Parlement, c'est le Conseil économique, social et environnemental, et c'est en fait un peu un outil pour recaser les copains. C'est un peu comme ça qu'on peut le qualifier. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas trouvé de place ailleurs dans l'administration, parfois sont recasés au CESE. Alors je sais que parfois on nous dit qu'ils produisent des rapports qui sont censés nous éclairer sur un certain nombre de sujets. En réalité, c'est une organisation qui a peu d'intérêt. Juste une chose pour M. Panifoux qui dit c'est pas nous, on n'a jamais pensé à un cocktail ni même à ce qu'il y ait de la nourriture. C'est le CESE, c'est une maladresse du CESE. J'ai le mail du ministère chargé des relations avec le Parlement. Je vous donne juste la première phrase. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence par retour avant jeudi 9 juillet. Il faut le faire, c'est avant midi, messieurs les membres du CESE. Et le cas échéant, de nous indiquer vos éventuelles contraintes alimentaires. Donc, à part si on fait un air dîner, vous savez, vous avez la air musique, faux dîner, je ne vois pas pourquoi vous iriez préciser vos contraintes alimentaires, Charlotte Dornelas. Mais la question a été posée au ministère, voyez-vous. Et le ministère répond que c'est une formule habituelle pour des raisons de sécurité. Bah, mais je vous assure que c'est la réponse qui nous a été faite. Donc ils nous prennent pour des imbéciles. Ah, c'est possible, je vous laisse conclure à votre guise. Quel intérêt de vous demander mais c'est surtout qu'au-delà de ça, le vrai sujet, c'est que le CESE n'a pas sorti de nulle part l'idée que c'était plutôt festif, si je puis me permettre. Évidemment que le CESE a échangé avec le ministère avant d'envoyer le mail, parce que le CESE envoie le mail avec l'invitation du ministre, disant aux participants de la Convention citoyenne sur la fin de vie qu'ils prendront en charge l'hébergement et le transport de ces personnes si elles veulent bien venir au ministère. Donc évidemment qu'il y a eu un échange avec le ministère et le CESE a compris de cet échange qu'il s'agissait de célébrer le vote de la loi. C'est pas très étonnant dans la mesure où le ministre, en l'occurrence, milite très activement depuis 2 ans en faveur de cette loi et de manière, enfin je veux dire, c'est sa liberté, mais il n'a jamais caché son engagement extrêmement favorable, non seulement à cette loi, non seulement sur le principe, mais également dans le détail d'un texte qui a été de plus en plus permissif au fil du temps. Donc il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de fêter l'adoption de cette loi. C'est gênant de la part du ministre, ça l'est encore plus de la part du CESE qui, je vous rappelle, à l'origine était chargé d'organiser la Convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort pour aboutir à peut-être ce qu'en pensent les Français. J'ai un petit doute, voyez-vous, sur l'organisation absolument transparente de cette discussion, ce qui avait déjà été évoqué par certains participants d'ailleurs à l'origine. Mais là, on comprend que le but était apparemment très clair pour tout le monde. David Lisnard a réagi à rebours de toute décence. Le Conseil économique, social et environnemental et le ministère des Relations avec le Parlement organisent un cocktail pour célébrer l'adoption de la loi sur l'euthanasie. Champagne, petits fours, transport, hébergement sont pris en charge par les contribuables. Le CESE représente un coût annuel de près de 40 millions d'euros, alors que les soins palliatifs manquent cruellement de moyens sur l'ensemble du territoire.
nous les supprimerons. Bruno Retailleau a également réagi. Je suis profondément choqué d'apprendre qu'un cocktail est organisé au sein d'un ministère pour célébrer le vote de la loi sur l'aide à mourir. Au-delà des convictions de chacun, ces sujets engagent notre conscience collective et notre conception de la dignité humaine. Ils les appellent le respect, l'humilité, la gravité. C'est à cette hauteur que les responsables politiques devraient tous toujours se tenir, monsieur le ministre. Comment vous réagissez, Pierre Lellouche? Moi, je suis écœuré. Écœuré, De plus en plus écœuré par le fonctionnement de cette équipe gouvernementale. D'abord, le ministre des Relations avec le Parlement, il doit respecter le Parlement. Aux dernières nouvelles, la loi n'est pas encore votée. Donc il est en train de sauter ce processus. Pour lui, c'est acquis. Qui n'a aucune importance, qui s'appelle le vote. C'est acquis. Deuxièmement, il y a un recours du président du Sénat. Donc cette affaire est lourde. Comme le dit justement Retailleau, elle appelle beaucoup de gravité. Elle touche à la conscience de chacun. C'est tout sauf un truc à célébrer ou pas célébrer. C'est une affaire gravissime qui oriente notre société. Moi, j'observe que ce gouvernement protège moins les vivants que les morts. Et c'est ça qui l'intéresse, les morts. Moi, j'ai vu l'autre jour une vieille dame de 91 ans qui est morte derrière sa fenêtre parce que les volets avaient été supprimés et n'ont jamais Chers été amis, remis. il y a 32 minutes, je me permets de vous couper, mais c'est une information qui est essentielle. Afin de lever toute ambiguïté, dit le ministre Laurent Panifoux, sur la nature de cette rencontre, j'ai décidé de la reporter. Voyons. Extraordinaire. C'est tombé il y a 32 minutes. Je ne l'avais pas vu, mais signe que c'était là aussi problématique, choquant aux yeux d'une partie des Français. Monsieur Panifoux décide de reporter, Mathias Leboeuf, ce cocktail. Qu'est-ce qu'ils vont faire des petits fours? Qu'est-ce qui va se passer avec les petits fours? Ils ne pourront pas trinquer aux frais du contribuable français. Alors, moi, je vais déjà dire d'où je parle. Moi, je suis plutôt favorable à cette proposition de loi. Donc, je suis probablement le seul autour de cette table. Je tiens à le préciser parce que je ne partage pas votre point de vue sur cette proposition. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que le fait qu'il y ait des cocktails sous les ordres de la République pour fêter soit l'adoption d'une proposition de loi, soit le vote d'une loi, ça se passe tous les jours. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une loi qui passe, qui est votée, les gens qui ont travaillé à l'élaboration du texte de cette loi fêtent, avec plus ou moins de faste, l'adoption de la proposition ou de la loi. Oui, mais on ne parle pas de la 17e millième loi, alinéa 5, paragraphe 3, on parle juste de la mort. On parle juste de l'euthanasie, Mathias Leboeuf. Un petit peu d'expérience parlementaire. Pierre Lellouche. Pardon, quand il y a effectivement des gens qui ont travaillé autour d'une loi, il y a un pot à la buvette, voire au groupe, mais on ne fait pas un cocktail en faisant venir des quatre coins de la France. On peut savoir s'il y a du champagne ou du champomis, mais toujours est-il que le fait que les textes, les gens qui ont travaillé sur l'élaboration d'un texte fêtent ce texte, c'est pas en soi scandaleux, ça arrive tous les jours. Non, ça n'arrive pas tous les jours. Juste une chose. C'est pas juste les gens qui ont travaillé. Charlotte Dornelas. C'est eux. Ça n'arrive pas tous les jours. Tous les Français qui ont participé à la Convention Tous en citoyenne. même temps pour les auditeurs d'Europe 1. Charlotte, juste préciser ce que vous avez je dit. précise juste qu'il y avait tous les invités sont les participants à la Convention citoyenne qui n'ont pas directement participé à l'élaboration. Le principe en soi me paraît pas forcément choquant. En revanche, effectivement, sur ce sujet, qui est un sujet délicat, qui est un sujet éthique et qui est un sujet qui a divisé, le symbolique est important. Je trouve que là, il y a une forme d'indélicatesse de parler de célébration et effectivement de se réjouir d'un texte qui divise déjà et puis qui parle de choses très lourdes. Je trouve effectivement que c'est indélicat et que du coup, le ministre fait bien de suspendre ces festivités, au moins pour apaiser les choses. J'aime votre mesure, Mathias Leboeuf, parce que vous parlez d'indélicatesse. Moi, je trouve ça proprement scandaleux lorsqu'on parle de cocktail de célébration, alors qu'on est sur le sujet de la fin de vie, de l'euthanasie, du suicide assisté. On parle de la mort, de l'administration de la mort. On a des soignants qui voient dans cette loi un bouleversement de leur objectif de vie, qui était d'accompagner jusqu'au bout les patients. Et évidemment, c'était de sacraliser au maximum les soins palliatifs. Et aujourd'hui, on trouve une alternative à cela, Mathias Leboeuf. Les soins palliatifs, aujourd'hui, sont dans un état déplorable en France. Et on passe effectivement dans cette loi d'une euthanasie passive
parce que quand on vous sédate à mort en vous mettant sous morphine, qu'est-ce que c'est sinon l'euthanasie passive à une euthanasie active? Très bien, moi personnellement, je suis pas pour. Vous savez, on a parlé de bouleversement de civilisation. Les stoïciens, sous la Rome antique, étaient pro-suicide. Donc, c'est pas un bouleversement civilisationnel, comme on veut bien le dire. Après, moi, je comprends que ça choque. On a fait quelques progrès depuis les Romains, si je puis me permettre. Bien évidemment. Charlotte Dornelas. Je le précise à toute heure utile. C'est pas si certain que ça. Ah bah, j'espère que si. Sur la mort, précisément, j'espère que si. Oui. La députée que vous êtes, Laure Lavalette, comment elle regarde justement? Alors attention, ça a été, il faut le dire, la réception, et heureusement, et vous voyez comme quoi les médias peuvent avoir aussi un rôle. Vous avez un lanceur d'alerte qui est Philippe Juvin, qui fait un travail admirable sur la question de ce projet de loi. Il alerte sur les réseaux sociaux. Des politiques s'en mêlent. Très peu de médias en parlent. Très peu. Personne ce matin va vous expliquer ce qui s'est passé. On a imaginé un cocktail dînatoire pour célébrer en quelque sorte, ou célébrer, je vais retirer ce mot puisque ce n'est pas le mot du ministre, mais le CESE a imaginé célébrer, trinquer pour l'administration de la mort. Excusez-moi, on est chez les Maboules. Laure Lavalette. Oui, on est chez les Maboules, mais vous savez, les vœux de Yaël Braun-Pivet en janvier 2023 annonçaient clairement la couleur. Elle disait la priorité de mon mandat, entre guillemets, sera de faire passer ce texte avec, j'allais dire, presque un fanatisme très étonnant. J'aurais préféré qu'elle me dise la priorité de mon mandat, c'est de mettre des soins palliatifs dans tous les départements et qu'en France, en 2026, on puisse mourir pas dans la douleur. Moi, vous savez, j'ai été une fervente défenseur de la vie et j'ai voté contre ce texte. On a eu l'occasion de le faire plusieurs fois. L'ambiance à l'Assemblée était très particulière parce que c'est quand même, ça ramène à l'intime. C'est des sujets très délicats. Philippe Juvin, pour le coup, a vraiment élevé le débat. Enfin, il a fait partie de ces députés qui ont vraiment élevé le débat et qui ont éclairé nos consciences, je pense. Et nous, c'est assez drôle. On avait la liberté de vote pour tous les sujets sociétaux. Et c'est vrai que de texte en texte, le nombre de partisans de ce texte ont diminué. Donc, je me dis que de s'expliquer et d'éclairer les consciences, ça fonctionne. Moi, je suis très choquée des termes, parce que célébration, j'ai jamais vu ailleurs, pour autre chose, un cocktail de célébration. Enfin, vous êtes invité à un cocktail, mais moi, j'ai jamais été invité à un cocktail de célébration. La bonne nouvelle, Elliott Deval, c'est que si nous gagnons l'élection présidentielle, ils auront le temps rapide de faire un tout petit cocktail, parce que le CESE va mettre la clé sous la porte, puisque ça fait partie des économies que nous voulons faire. Je crois que ça a un peu baissé, c'est 34 milliards d'euros millions d'euros cette année. Je crois qu'on n'est plus à 40, ils sont un tout petit peu serré la ceinture, mais c'est encore beaucoup trop d'argent, évidemment, pour dépenser. On me prévient également qu'il y a des CESE dans les régions pour un coût moyen de 4 à 8 millions d'euros par an. Et ça, évidemment, quand on dit faire des économies, imaginez, c'est comme ça, petit à petit. Non, mais je pense que... Je peux faire 4 milliards d'économies très rapidement, mais je ne sais pas pourquoi je pense à 4 milliards. Charlotte Dornelas. Non, mais je pense que dans la différence entre l'expression cocktail de célébration et la vôtre, à savoir d'y déceler une indélicatesse que eux n'ont pas décelée, je pense qu'il y a aussi une différence de vision sur cette loi. Je ne veux pas expliquer votre intention à votre place, mais vous allez directement sur la question de la souffrance et la réponse à la souffrance. Je crois que nous avons affaire, dans le gouvernement notamment, avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec certains membres du CESE, avec la DMD, puisqu'ils ont mené les débats, de véritables militants. Et que vous le vouliez ou non, ils parlent eux-mêmes du basculement. Ils parlent eux-mêmes de ce changement, d'un homme qui se redéfinit lui-même jusqu'à choisir sa mort. Or là, la question, vous avez évoqué, vous, la question du suicide. Mais la question qui est posée aujourd'hui n'est pas la dépénalisation du suicide, c'est déjà le cas. Non mais, la question qui est posée par cette loi, c'est le comportement de la tierce personne, en l'occurrence qui est la société, par rapport à la demande de suicide. Jusqu'à aujourd'hui, la civilisation qui est la nôtre répondait « Nous allons trouver collectivement les moyens de vous convaincre que la vie vaut le coup. » Et nous déciderons, si cette loi est votée, que pour certaines personnes, nous les accompagnerons au suicide. C'est un basculement, que vous le vouliez ou non. Quand vous avez quelqu'un sur un lit qui est en phase terminale, qui souffre le martyre... Déjà, vous savez que ça, c'est pas dans la loi. Oui. Ça, c'est pas dans la loi. Ah bah non, il n'y a pas la phase terminale dans la loi. Non, mais la phase terminale... Ah bah oui, mais c'est important, c'est moi qui le dis. Non, mais quand vous êtes dans une souffrance insupportable, qu'elle soit psychologique ou... Encore une fois, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat. Je ne dis pas que les choses sont tranchées. Et je vais même vous dire, je trouve que c'est l'honneur de la France d'avoir ce débat. C'est l'honneur d'une société mature
de réfléchir. Mais cher ami, nous avions une loi Leonetti, moi j'étais au Parlement. Pardon, on ne découvre pas la Lune ce matin. Ce sujet est traité par l'Assemblée depuis au moins 2 décennies. J'ai participé avec Jean Leonetti à son travail, qui était un bon travail, bipartisan, qui trouvait le bon équilibre. Là, pour des raisons politiques, on en rajoute une couche et qu'on veut célébrer, mais c'est ça le sujet. Certains rajoutent à politique économique. Alors, Mathias Leboeuf, permettez-moi de vous dire, je suis quand même au courant de la loi Leonetti et je n'ai pas la prétention de vous faire découvrir la Lune. Donc, juste une chose, on passe d'une euthanasie passive avec la loi Leonetti qui, soigne ceux qui vont mourir à une euthanasie active de ceux qui veulent mourir. Et accorder des droits. Il y a des gens pour qui, à un moment donné, la seule solution d'être dans la dignité, c'est de partir. Mais ces gens-là, vous voulez leur priver de ce droit. Rapidement, les amis. Vous savez pourquoi Charlotte et ensuite. Je suis désolée, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas contre la prévention du suicide dans la société. Non, bien sûr que non. Voilà. Donc vous-même, vous voulez empêcher des gens qui veulent mourir de le faire. Non, Charlotte, vous ne pouvez pas laisser croire que cette loi... C'est factuel. Il ne suffit pas de vouloir mourir. Il y a des conditions qui sont extrêmement restrictives. Mais dites vous-même que vous voulez priver, que nous voulons, les gens opposés à cette loi veulent priver les gens qui veulent mourir de ce droit. Je vous dis aujourd'hui, est-ce que vous assumez que nous arrêtons d'envoyer les pompiers quand quelqu'un est en train de sauter d'un pont ? Enfin, ce sont des gens. Quand vous avez quelqu'un, c'est exactement la même chose. Quand vous avez quelqu'un qui est sur un lit, qui est son lit de mort, qui n'a aucune histoire. Mathias Leboeuf, pourquoi les médecins sont vent debout aujourd'hui contre cette proposition de loi ? Pourquoi les médecins ? Parce que les médecins, vous qui êtes philosophe également, le propre du médecin, c'est de se battre jour et nuit pour aller au plus près du patient, le soigner et non le tuer. C'est comme ça que les médecins aujourd'hui font de leur métier leur boussole. Et c'est d'ailleurs pas un métier, c'est très souvent une vocation. Bien sûr. Et vous qui êtes un homme de gauche, vous devriez être sensible aux logiques économiques aussi qui sont à l'œuvre, qu'on voit le lobbying des mutuelles sur cette question-là. Ça devrait être un argument. Thomas Bonnet. C'est encore un autre problème. Mais sur les médecins, c'est très intéressant. Votre remarque, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis très gêné. J'ai suivi de près ces débats-là parce que philosophiquement, ils sont très denses. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que tous les médecins qui montent au créneau montent avec la casquette de médecin en mettant en avant des arguments religieux. Et je pense notamment pas tous, Mathias. Et notamment... Pas tous, Mathias Leboeuf, pas tous. On met au-delà des convictions religieuses. Justement, moi, j'ai été très frappé de voir que des gens intervenaient avec une double casquette, mais une qui était plus revendiquée que l'autre, qui était celle de médecin, alors que derrière, il y avait un avis religieux. Non, mais c'est important. Quel est l'argument religieux ? On n'aide pas à mourir, c'est pas du ressort de l'homme de décider s'il doit partir ou pas. En dernière instance. Qui a utilisé cet argument. Il y a aussi des personnes qui sont opposées. Léonard Zerbib. Léonard Zerbib, s'il vous plaît. Pas des motifs religieux. Moi, ce que je trouve doublement indécent dans cette histoire, c'est d'abord que, comme l'a dit Bruno Retailleau, mourir dans la dignité. Et on voit que là, on a un comportement qui est tout à fait indigne. Et surtout, la deuxième raison, c'est que ce texte n'est toujours pas adopté et que Gérard Larcher a indiqué que dans tous les cas, il le soumettrait au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire de le soumettre au Conseil constitutionnel, Léonard Zerbib? Je précise aux auditeurs d'Europe 1 que vous êtes justement avocat en droit public, spécialiste de la Constitution. Ça veut dire que la loi ne peut être promulguée tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas saisi de cette question. Il a un délai d'1 mois pour examiner la constitutionnalité de ce texte par rapport à la Constitution. Donc il va y avoir des arguments qui vont être invoqués, par exemple, est-ce que ce texte est conforme à certains droits et libertés, au droit à la vie, est-ce que la procédure parlementaire a été respectée, donc ça vous, par exemple aussi à la question de l'égalité, etc. Donc ça veut dire que le texte, on n'est pas du tout certain, même s'il est adopté le 15 juillet, et je rappelle à cette heure-ci qu'il n'est pas adopté par le Parlement, on n'est pas certain qu'il ressortira dans les mêmes conditions, et il peut être purement et simplement abrogé par le Conseil constitutionnel. Donc je trouve que c'est en plus non seulement indigne, mais très imprudent. Pourquoi, si je ne m'abuse, le Conseil constitutionnel a refusé que la question de l'euthanasie soit présentée par référendum, que la question soit posée directement aux Français? Léonard Zerbib. Alors, sur le référendum, c'est un point particulier parce que le référendum est encadré par l'article 11 de la Constitution. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas
proposer un référendum sur tous les sujets. Ça pose des difficultés, puisqu'on le sait, à l'élection présidentielle, il y a un certain nombre de candidats qui proposent, par exemple, un référendum sur l'immigration. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que la Constitution ne le permet pas. Non, Donc, ça je suis pas du tout supposerait d'accord. Moi, de je pense que c'est réviser tout à fait possible. la Ça rentre tout à fait Constitution. dans l'article 11. Alors non, c'est pas dans l'article. Bon, là, on va sur le Onze. terrain Collègues technique, mais c'est parce qu'on ne peut pensent pas poser des questions, si je ne m'abuse, sur des questions économiques, c'est ça? Par Oui, exemple. voilà, en fait. Bon, et pardonnez-moi, mais le terrain, le terrain de la fin de vie, c'est des questions sociétales, des questions existentielles. Malheureusement, et on l'a vu dans plusieurs pays, vient la question économique. Et Thomas a eu raison de le rappeler. Laure Lavalette, 30 secondes avant une courte pause. 30 secondes, vous êtes gonflé, tout le monde a parlé pendant très longtemps. Mais c'est Mathias Leboeuf qui a beaucoup parlé. C'est Mathias Leboeuf. Ni pour l'aide à mourir. Et je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit en disant il y a beaucoup de restrictions. Mais c'est bien le problème. En fait, pas du tout. Nous avons, le Parlement a voté la loi la moins restrictive d'Europe. Et on sait bien que dans tous les pays d'Europe où cette loi a été votée, le cadre a été élargi. C'est comme ça qu'en Belgique, on se retrouve avec des euthanasies d'enfants. Donc ça pose quand même là aussi En une vraie Espagne question. aussi, En Espagne, vous avez une vraie raison. question éthique. Voilà. Et c'est vrai que les garde-fous n'y sont plus. Vous pouvez demander l'aide à mourir au bout d'un processus le lundi, mourir le mercredi. Quand vous achetez un truc sur Internet, vous avez 15 jours pour le rendre. Enfin, je veux dire, je sais bien que c'est un peu simpliste, mais ça pose quand même la vraie question de l'intensité qu'on a mis dans cette aide à mourir. C'est déjà aide à mourir. Je trouve que là aussi, les mots intense sens, je réfute et donc, le vote, ce sera définitif le 15 juillet prochain, normalement. Il est 9h25. On revient dans quelques instants. Je vous remercie pour ce débat parce que c'était absolument passionnant. Je comprends aussi, en traitant ce sujet, pourquoi certains veulent bâillonner CNews. C'est-à-dire que c'est un sujet qui ne sera absolument pas traité ailleurs, ou très peu. Dans la presse écrite, pourquoi pas. Mais vous ne le verrez pas sur des chaînes d'information. Il y a eu des débats intéressants à l'Assemblée pour une fois. Mais bien sûr. M'ont étonné vu l'état. Mais bien sûr. Mais c'est un sujet tellement important. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement important et la tenue et certaines interventions dans le débat, contrairement à d'autres, je le même précise. M. Stichenstuhl, on a du mal à dire le nom, mais a été... Député Renaissance. Il y a vraiment eu des interventions passionnantes. A élevé le débat, ouais. Je suis 100 fois d'accord avec vous, Charlotte. Je m'étonnais parfois que lors de ce débat sur la fin de vie, les bancs de l'hémicycle étaient parfois quasiment vides. Ça, c'est vrai. Trop vide. En tout cas, il y avait une ambiance. Il y a quand même une ambiance très particulière quand on touche à ces textes-là, comme la constitutionnalisation de l'avortement. Enfin, finalement, les seuls textes sociétaux qui sont passés, les seuls grands textes, sont des textes sociétaux. Ça veut aussi dire beaucoup quand même de ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron aura laissé dans l'empreinte du Parlement. Je pense qu'on aurait pu aussi légiférer sur comment mieux protéger les Français. Je vois Elliot qui me dit de me taire. Pas de vous taire, mais j'ai fait un signe car s'il y a ce qu'on appelle la publicité, on va revenir dans quelques instants. Dirait Monsieur Pro. Nous parlerons de Marine Le Pen, des sondages qui sont à des années-lumière du système médiatique et politique qui laissait entendre qu'elle serait en grande difficulté, et puis aussi de la Cour de cassation. Parce que le calendrier judiciaire vient une nouvelle fois interférer le calendrier politique. Restez avec nous pour la suite de l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 11h. 9h32 sur Europe 1. Sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 10h, CNews jusqu'à 11h pour l'heure des pros. On fait d'abord le point sur l'information avec Somaya Labidi. Bonjour Somaya. Bonjour Elliot et bonjour à tous. Malgré les nombreux efforts des 480 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit, le feu dans la Drôme est toujours actif. L'un d'entre eux a d'ailleurs été légèrement blessé durant les opérations pour tenter de contenir cet incendie qui a déjà eu raison de 3000 hectares de végétation et en raison des épaisses fumées noires qui se dégagent. Le bassin est du département a été placé en vigilance rouge pollution. À quelques heures du coup d'envoi France-Maroc, les autorités sur le qui-vive, dans un télégramme envoyé au préfet, Laurent Nunez appelle à la plus grande fermeté face au risque de tension lors de ce match éliminatoire. Aucun débordement ne sera toléré. Les interventions devront être menées rapidement, a martelé le ministre de l'Intérieur. Et puis les dernières frappes américaines sont le résultat d'une violation par l'Iran de ses propres engagements. Déclaration ce matin du chef de la diplomatie française. Ce type de manœuvre doit absolument cesser pour que ces négociations si importantes puissent se poursuivre dans les meilleures conditions, a ajouté Jean-Noël Barrot. Merci Somaya, nous sommes toujours avec Charlotte Dornelas, Mathias Leboeuf, Thomas Bonnet, Pierre Lelouch, Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, et Léonard Zerbib, avocat, spécialiste en droit public
et constitutionnaliste. On va parler de Marine Le Pen à présent. Parce que j'ai lu, écouté attentivement les éditorialistes, les politiques, à partir de mardi 20h et l'annonce de la candidature de Marine Le Pen, malgré sa condamnation en appel. Et puis, on avait la sensation qu'elle allait sombrer, que cette condamnation était finalement dramatique, entre guillemets, pour elle, politiquement. Patatras, les premiers sondages montrent l'extrême inverse. Et c'est un coup de tonnerre. C'est une photographie de l'instant. Il faut toujours rester évidemment prudent sur les sondages. Mais quelle que soit la configuration, sondage pour Le Figaro de l'IFOP, quelle que soit la configuration, Marine Le Pen est en tête. Elle est en tête au premier tour avec plus de 20 points d'écart face au deuxième, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Et puis, elle est en tête, et largement en tête, au second tour. Marine Le Pen, Édouard Philippe, c'est 54% pour Marine Le Pen, 46% pour Édouard Philippe. C'est un différentiel de plus 6% pour Marine Le Pen, donc les courbes se croisent. Marine Le Pen, Gabriel Attal, c'est 55%, 45%. Et fait encore plus important, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est 70% pour Marine Le Pen et 30% pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut dire aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs de CNews que ces sondages ont été effectués après l'annonce de sa candidature. Et je vais me tourner vers Mathias Leboeuf, parce que moi je ne comprends pas ces sondages. J'avais l'impression que c'était la délinquante en col blanc, la coupable à 2 reprises, celle qui ne pouvait pas moralement se présenter. Finalement, elle a l'air d'être plébiscitée par les Français. Que se passe-t-il, Mathias ? Il faut croire que les Français, on peut faire des questions d'éthique et de probité. C'est les Français le problème ? Non, ce n'est pas les Français le problème. Les Français ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, je constate que quelqu'un qui a été condamné 2 fois... alors, elle est présumée innocente toujours, puisqu'elle est en cassation, mais elle a néanmoins été condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics, ce qui est pas rien, et manifestement, ça ne pèse pas dans les intentions de vote des Français. Donc Marine Le Pen commence une campagne tête haute, mais main sale, et manifestement, ça fonctionne. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français n'ont aucune valeur morale, Mathias Leboeuf ? Ou alors les Français ont compris ce qui était en jeu pour la présidentielle, ont peut-être épousé un programme plutôt que d'entrer dans les considérations judiciaires. L'affaire Le Pen, peut-être considère-t-il que ça n'est pas l'affaire Cahuzac, par exemple. Ah non, l'affaire Cahuzac était bien moins grave. Bien moins grave. Bien moins grave que l'affaire de... Ah bah oui. Pourtant, il y avait... Ça m'intéressait d'avoir l'avis de... Bien moins grave. Pardonnez-moi, là, il y avait... Pierre Lelouch. J'y étais quand Cahuzac, j'ai vu à l'œuvre à l'Assemblée. Il mentait de façon éhontée. Il était en charge des fonds publics et il avait planqué de l'argent. C'était de l'enrichissement personnel. Que je sache, l'affaire des assistants parlementaires, on peut la regretter, je le regrette, mais elle était pratiquée, cette affaire, par plusieurs partis politiques, dont les dirigeants n'ont pas été inquiétés. Donc moi, je veux bien qu'on aille sur le terrain du détournement à des fins politiques, et là, il faudrait que tout le monde soit traité pareil. Ça n'a pas été le cas ni de M. Bayrou, ni de M. Mélenchon, je le note quand même. Et puis, on ne peut pas mélanger l'utilisation de fonds du Parlement européen pour des activités politiques avec l'enrichissement personnel de M. Cahuzac. Donc ne mélangeons pas tout. Non, alors, vous n'avez pas tort de dire que ça n'a pas d'impact sur les gens, mais ça n'est pas Cahuzac, justement. Je ne mélange rien, on ne va pas hiérarchiser. Non, mais libre à vous de considérer que c'était moins grave. Moi, pour ma part, je considère que tout homme politique qui est condamné ne devrait pas pouvoir se présenter, notamment à la magistrature suprême. Donc, je suis très clair. Non, c'est le sujet de fond. Et juste une chose pour vous répondre. Je crois, alors, pour vous répondre politiquement, je crois que, premièrement, elle est la candidate qui est un peu anti-système et que les Français sont, enfin, une partie importante des Français sont contents qu'elle puisse se présenter. Ça, c'est la première chose. Et la chose, moi, qui m'apparaît, qui a été, à mon avis, peu commentée, c'est que elle présente un ticket avec Jordan Bardella. Et elle est la seule à faire ça. Et en faisant ça, elle ringardise absolument tous les autres qui sont seuls. En présentant un ticket, et en plus, ils ne sont pas exactement sur la même ligne, donc ça va, ils vont pouvoir ratisser
plus large. Elle américanise encore un peu plus la politique française. Et ça, je crois que, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est un effet de modernité extrêmement important. On écoute Robert Ménard, qui était l'invité ce matin de la matinale de CNews et d'Europe 1, et qui dit que c'est une bonne chose qu'elle puisse se présenter. Est-ce que, en l'occurrence, 3 juges vont décider, eux, si vous, 6 mois, on peut voter ou pas pour quelqu'un ? Écoutez, si les gens pensent que c'est une faute morale, que c'est pas bien et tout, ils auront l'occasion de le dire. Dans les urnes. Dans les urnes. Et je trouve que c'est une sage décision d'avoir remis au fond les clés à Marine Le Pen en disant « vous décidez ou pas ». Elle a décidé. Ensuite, chacun en pense ce qu'il veut. Mais évidemment que c'est une bonne chose. On peut pas... Ça a l'air des mots, mais ça n'en est pas. On confisque pas le vote des Français. Mais le terrain judiciaire va peut-être une nouvelle fois percuter la campagne présidentielle, puisque l'autre élément majeur de la journée hier, c'est le communiqué de la Cour de cassation qui annonce qu'elle pourrait rendre la décision du pourvoi en cassation de Marine Le Pen avant avril 2027. Je rappelle juste que le 18 avril 2027, c'est le premier tour de la présidentielle. On est à 9 mois tout pile du premier tour. Et vous avez Rémi Heitz, qui était l'invité de RTL, de France Inter, ce matin, procureur général près de la Cour de cassation, qui dit « Nous avons toujours dit qu'on rendrait la décision avant la présidentielle. » Et c'est confirmé. Ouais. Oui, c'est vrai, mais il y avait juste un élément qui était essentiel. C'était l'inéligibilité avec l'exécution provisoire, Charlotte. D'accord, mais ils n'avaient pas communiqué là-dessus. J'entends, mais ça change tout, la question de l'inéligibilité. Juste, Elliot, ce qui est important, c'est que le procureur général près la Cour de cassation ce matin a dit qu'il avait l'objectif qu'il y ait une décision avant 2027. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme il l'a rappelé, c'est pas seulement lui et la juridiction qui maîtrisent le calendrier, ce sont aussi les avocats. Parce que les avocats, par exemple, peuvent déposer ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire une question qui peut être transmise éventuellement au Conseil constitutionnel s'il estime, par exemple, que la loi sur le détournement de fonds publics pose un problème de constitutionnalité. Si les critères sont réunis, il va falloir transmettre au Conseil constitutionnel. Ça prend du temps, ça décale le calendrier. Donc il n'a aucune garantie de dire avant l'élection présidentielle, on aura une décision. D'où l'utilisation du conditionnel, mais je vous propose quand même d'écouter Rémi Heitz, parce que c'est intéressant ce terme d'objectif, la volonté donc de la Cour de cassation, de rendre cette décision. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la justice revient au centre du terrain politique, alors que depuis hier, depuis hier, tout le monde se disait enfin la campagne est lancée. Rémi Heitz. C'est quand même Marine Le Pen qui leur donne cette possibilité. Monsieur Lelouch, écoutons Monsieur Rémi Heitz. Nous avons toujours dit, le premier président de la Cour de cassation et moi-même, que la décision serait rendue avant le scrutin présidentiel. Nous sommes toujours sur cet objectif. J'emploie un peu le conditionnel parce que c'est un objectif à la réalisation pour la réalisation duquel nous ne sommes pas totalement seuls, puisque la procédure est aussi à la main des partis. Tout cela, c'est le fonctionnement normal des institutions et de la justice. Risque que vous ne soyez pas en mesure de rendre cette décision avant l'élection présidentielle. Ce qui est important, c'est que nous sommes en ordre de marche pour rendre cette décision avant le scrutin présidentiel. Heureusement qu'il n'a pas dit en ordre de bataille. Est-ce que c'est une décision politique ou non ? Réponse de Rémi Heitz. Petit retour en arrière. À la précédente. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a une responsable politique de premier plan qui a été condamnée à 2 reprises pour détournement de fonds publics à la prison ferme. Alors là, pardonnez-moi, vous avez entendu 2 sonneurs politiques qu'on écoutera dans quelques instants, Gabriel Attal et Richard Ramos du Modem. Je voudrais qu'on écoute Rémi Heitz sur le choix. Est-ce que c'est un choix juridique ou politique ? Juridique plutôt. Juridique. Nos décisions et nos choix peuvent avoir des conséquences politiques. Mais nous ne prenons pas les décisions en fonction de critères politiques. Nous sommes dans un objectif et dans une attitude de neutralité, d'impartialité. La décision sera rendue par une collégialité. Et à la Cour de cassation, cette collégialité est importante parce que la section de la chambre criminelle qui sera amenée à statuer, elle est composée quand même de 10 magistrats. Donc, vous voyez, je pense que les choses peuvent très bien se passer.
Comment vous voyez, est-ce que vous avez l'impression, Laure Lavalette, vous êtes porte-parole de la campagne, vous êtes députée du Rassemblement national, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été en quelque sorte prise au piège dans votre propre stratégie ? Il faut aller très vite, résultat, la Cour de cassation vous dit banco, on va y aller très vite. Rassurer les Français, je pense qu'il n'y a absolument aucun doute que Marine Le Pen ait son pourvoi en cassation avant. En plus, il parle de agenda ordinaire, mais un pourvoi en cassation, c'est entre 12 et 18 mois d'habitude. Donc la Cour de cassation avait dit plutôt janvier parce qu'il fallait trancher cette question d'éligibilité. Il faut savoir évidemment si le 18 avril, Marine Le Pen était en capacité de se présenter. Il se trouve que l'arrêt de la Cour d'appel lui a rendu son éligibilité, comme elle l'a fait d'ailleurs pour tous les prévenus. Vous avez vu que toutes les peines avaient été vraiment minimisées. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Effectivement, les Français ont bien compris qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel, qu'il y avait un désaccord avec le Parlement européen sur ce que devaient faire nos attachés parlementaires, qui ont travaillé. Il n'y a pas d'emploi fictif. C'est intéressant, ça a été rappelé en première instance et en deuxième instance. Vous savez, pour aller dans la rue, venez avec nous, vous allez voir les Français, ce qui les révolte, c'est qu'on n'ait pas arrêté l'assassin de Liana, de Lola, de Philippe. Mais tombez pas dans cette démagogie-là. Je peux vous assurer que c'est ce qui explique les 36%. Sinon, on ne pourrait pas le comprendre. Les Français ont... trouve en Marine Le Pen... C'est 36% au premier tour, selon les sondages. Aujourd'hui, il va y en avoir 1000 des sondages et on a encore le temps. Thomas Bonnet. Vous parlez de procédure ordinaire, de délai ordinaire de la Cour de cassation. Or, depuis le départ de cette affaire, on est dans des délais extraordinaires. La Cour d'appel a rendu une décision bien plus rapidement que ce qui est normalement l'usage. Donc, c'est pas étonnant non plus que la Cour de cassation rende une décision avant. C'est parce qu'il y a cette question d'éligibilité. Oui, il faut savoir si notre candidate pouvait évidemment se présenter. Alors, on avait ce ticket qui, effectivement, est assez inédit sur la Ve République. Et, encore une fois... là, c'est le peuple, c'est finalement sous la Ve République, la Cour suprême, c'est le peuple. Pour l'instant, hier en tout cas, à l'instant T, le peuple a décidé qu'effectivement Marine Le Pen était la mieux placée pour représenter l'alternance après ces 10 ans de macronisme. Et c'est vrai que, je pense qu'il va falloir laisser le peuple parler. Sauf que Laure Lavalette, ça change beaucoup de choses. Si vous arrivez dans les derniers mètres avant le premier tour de la présidentielle en tant que candidate présumée innocente dans l'affaire des détournements de fonds publics, et candidate condamnée en première instance, en appel et voyant son pourvoi rejeté par la Cour de cassation pour détournement de fonds publics. Avec potentiellement, même si les conditions paraissent très complexes, avec un bracelet électronique. Ça change l'unité. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, quand le JAP vous convoque, il y a des délais. Le JAP, mais au-delà du délai. Mais non, parce que le délai compte évidemment. Le JAP vous convoque. Après, vous allez voir un agent administratif, un agent de la pénitentiaire du SPIP. J'entends Laure Lavalette. Ça, c'est pour le bracelet. Mais en revanche, le statut, ça peut changer beaucoup de choses. Vous pouvez avoir un débat d'entre deux tours où le candidat en face de vous dit à Marine Le Pen, vous êtes condamnée définitivement par la justice. Dans le narratif, ça change un peu la donne. J'espère évidemment que ça ne se passe pas comme ça. Mais encore une fois, que notre adversaire le dise, soit, ce qui va compter, c'est les Français. Et pour l'instant, les Français nous ont suivis, savent très bien que ces épreuves judiciaires font partie du combat politique. C'est pas la première, sûrement pas la dernière. Toute la classe politique, comme le disait mon collègue député, évidemment. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été inquiété ? Pourquoi est-ce que Bayrou il a été relaxé ? Ce ne sont pas les mêmes montants, mais ce sont les mêmes faits. Ça peut aussi poser question. Et puis, quand vous voyez la classe politique... C'est pas les mêmes responsabilités. François Bayrou, par exemple, disait à l'époque, je n'étais pas député européen. Mais au-delà de ça, je ne vais pas sur ce terrain-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est également, il y avait quelque chose plutôt de rassurant dans la démocratie mardi, c'était que la Cour d'appel, en substance, avait dit quoi ? On laisse aux Français la maîtrise du vote, le choix. C'est intéressant parce que... Donc la justice s'était mise à l'écart, était redevenue une autorité et non un pouvoir. J'ai l'impression qu'avec ce communiqué de la Cour de cassation, les déclarations ce matin de Rémi Hetz, que la justice revient au cœur du jeu politique, Charlotte Dornelas. Oui, mais en effet, peut-être un peu malsain. En effet, la stratégie de Marine Le Pen permet à la Cour de cassation d'avoir le rôle principal dans cette affaire. Ça, c'est indiscutable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette annonce a étonné, dans la stratégie. C'est elle qui a remis la pièce dans la machine. On comprend qu'en effet, pour des raisons de délai, il y a toutes les raisons pour que la Cour de cassation ne puisse pas se prononcer avant le second tour, même si c'est l'objectif. Mais Rémi Hetz, ce n'est pas la première fois qu'il explique que la justice doit se protéger d'une éventuelle alternance. Il l'avait dit pendant ses vœux, notamment sur la question du Conseil supérieur de la magistrature et du rapport entre... de la distribution des pouvoirs entre le ministre, le Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats eux-mêmes. Donc ce n'est pas la première fois du tout qu'il évoque le rôle de la justice. Simplement, la question qui est intéressante, en revanche, c'est la place de la justice, même dans la vie politique.
c'est la différence de motivation entre la première instance et l'appel. Bien sûr. Il y a une différence radicale, il y a une opposition totale dans la lecture du rôle du magistrat. bien sûr. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est un vrai débat qui est en réalité politique. Quand la présidente de la Cour d'appel précise dans ses motivations, elle précise à toute fin utile que depuis cette affaire, le législateur, et non pas les magistrats, le législateur a rendu la peine d'inéligibilité automatique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le magistrat, dans l'affaire de Marine Le Pen, le magistrat doit motiver s'il prononce l'inéligibilité. Depuis, le législateur a décidé que le magistrat devait motiver s'il ne la mettait pas, cette peine d'inéligibilité. Donc on renvoie les responsabilités aux bonnes personnes. En l'occurrence, le politique ne cesse de renforcer le pouvoir du magistrat. Vous avez raison. Non, mais c'est important. C'est important de le rappeler, parce que c'est le législateur qui a donné ce pouvoir. J'entends, mais vous avez des magistrats, je prends un cas très concret. Non, mais regardez, un cas très concret, les peines planchées. À l'époque de Nicolas Sarkozy, ce n'était pas une automaticité des peines planchées. Les magistrats avaient la possibilité de ne pas les mettre en vigueur sous condition. Bon, les peines planchées étaient peu appliquées parce qu'à chaque fois, le magistrat, justement, utilisait ces conditions-là. Oui. Ce qui me surprend, c'est qu'en appel, il y avait cette sensation que la justice faisait un pas de recul en disant voilà, maintenant c'est la démocratie, c'est la démocratie, c'est aux Français de choisir. Mais c'est pas un pas de recul, c'est une différence de vision. Oui, mais mais non, mais c'est important parce que c'est un vrai débat que le politique doit avoir. On n'aura pas le temps de parler de l'Iran avec Pierre qui nous quitte à 10h. Madame la députée. C'était quand même un peu un séisme aller à l'encontre de l'arrêt du Conseil constitutionnel. On a eu du mal à comprendre et cette décision pour le coup elle était plutôt politique. L'arrêt de la Cour d'appel mais fait souffler un vent de liberté quand même. On en reparle de toute façon à 10h. Courte parenthèse, mais très importante quand même, parce que l'information de la nuit, et vous en reparlerez en longueur entre 16h et 17h avec Julien Pasquet sur CNews, Pierre Lelouch, c'est ce qui s'est passé en Iran. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre 90 cibles en Iran. Comme l'avait annoncé Donald Trump quelques heures plus tôt, le président américain a menacé d'en mener des bien pires. Si Téhéran poursuit ces attaques. Et le bilan, selon la République islamique iranienne, est de 14 morts, 78 blessés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce que ça veut dire que la signature au palais de Versailles, au château de Versailles, de Donald Trump sur les accords, je peux le déchirer maintenant devant vous ? C'est plus compliqué que ça. La négociation, en fait, elle continue, même si Trump a traité les Iraniens d'ordures, etc., sans parole, etc. En fait, la négociation continue, mais elle est malheureusement extrêmement mal partie parce que ce qui a été signé, c'est un fiasco, c'est une défaite stratégique des États-Unis. De facto, et c'est ça qui est tragique dans cette affaire, on ne parle plus du tout du nucléaire iranien, on parle du contrôle à venir d'un détroit qui est normalement international. Ce n'est pas le canal de Suez, ce n'est pas le canal du Panama, ce sont des eaux internationales ouvertes. Or, l'Iran, grâce à Trump, a découvert qu'elle avait, avec cette affaire, une deuxième bombe atomique qu'elle peut utiliser à tout moment. Elle peut couper le robinet. C'est 25% de l'énergie dont le monde a besoin chaque jour. Donc vous coupez et vous tenez les choses. La deuxième chose qui est simple, c'est que les Iraniens ne vont pas changer de position. Et d'ailleurs, c'est dans l'accord qui a été signé, les 14 points, où on dit, bon, sur 60 jours, on va réouvrir, mais après, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est que l'Iran a privatisé la totalité du Golfe et du détroit, et donc elle considère que tous les bateaux qui rentrent et qui sortent doivent être homologués par les Iraniens, doivent payer une dîme au passage, qui est une dîme importante. 2-3 millions de dollars par bateau, ça fait plusieurs milliards à la fin de l'année. Et surtout, vous choisissez les bateaux qui rentrent et qui sortent. En une minute, Pierre Lelouch, parce qu'on doit saluer les auditeurs d'Europe 1, et c'est vraiment à la seconde près, il nous reste une minute. Contrairement aux précédentes interventions américaines, j'ai l'impression que cette fois-ci, le Quai d'Orsay, la diplomatie française est en soutien des Américains, en disant c'est de la faute des Iraniens. Est-ce que c'est du bluff ? Votre minute ne suffira pas. Bon, écoutez, regardez comme il me gronde. Non, mais franchement, on parle de trucs extrêmement lourds. Donc. Quand le président de la République envoie 80% de la marine française faire des ronds dans l'eau devant le détroit en disant on va aller nettoyer, la paix finie, et que le même porte-avions rentre cette semaine sur un tweet du président, pas d'explication, qu'est-ce qu'on a été faire, quel est l'objectif stratégique, qu'est-ce qu'on compte faire,
Monsieur Elliott, je vous aime beaucoup, mais c'est quand même gravissime de voir à quel point cette politique étrangère est devenue totalement illisible, lamentable. Les Iraniens disent « ne vous mêlez pas de ça, vous allez compliquer les choses ». Qu'est-ce que fait le président de la République avec ses lunettes de soleil ? Eh bien, il remballe, les rentre à Toulon. Monsieur le ministre, on est où ? C'est ça la France du on général salue de Gaulle ? les auditeurs d'Europe 1 puisqu'il est 9h54. Moi, j'en Ils vont suis malade, retrouver Elliott. Clélie Mathias dans un instant pour Ouais. Europe 1 Info. Et donc, restez évidemment sur Europe 1 et restez sur CNews jusqu'à 11h. Voilà, et moi, On va faire un temps de silence. Et moi, je retrouve les Silence. auditeurs à 16h. Voilà, je crois que c'est parti. On peut reprendre et on salue les amis de CNews qui continuent de nous suivre. Pierre Lelouch, vous avez entièrement raison. Vous dites que c'est beaucoup trop sérieux pour en parler que sur 2 minutes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez rendez-vous sur CNews entre 16h et 17h avec Julien Pasquet pour en parler en longueur cet après-midi. Merci, Elliott. Laure Lavadette, est-ce que vous êtes pressé par le temps ? Non, je suis pressée d'aller à la rencontre des Français. Oui, mais est-ce que vous pourrez rester une demi-heure ou quelques... Oui, pressé par le temps. Est-ce que vous êtes pressé ? Eh bien, restez un peu avec nous parce que M. Patrier-Létus sera notre invité, député Horizon. Léonard Zerbib, merci beaucoup. L'info se poursuit. On revient dans un instant sur CNews. On verra toutes les déclarations. On verra toutes les déclarations politiques ce matin sur la candidature de Marine Le Pen et ce temps judiciaire, donc, puisque la Cour des comptes la Cour de cassation a confirmé que l'objectif, c'était de rendre sa décision avant avril 2027. A tout de suite. Un peu plus de 10 heures sur CNews, on poursuit l'heure des pros. Le point sur l'information avec Somaya Labidi. Je vais là aussi. C'est l'air de Saint-Martin. Petrus a été ligoté, bâillonné et séquestré à son domicile par des individus armés dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête a été ouverte par le parquet de Basse-Terre et la préfecture a mis en place un dispositif de surveillance renforcé autour de son domicile. À la une également, un rapport parlementaire écrit l'inefficacité du système judiciaire face à l'inceste. Forces de l'ordre, experts et magistrats sont pointés du doigt pour leur réponse insuffisante, voire inadaptée, devant un fléau qui fait 160 000 victimes chaque année. Les députés réclament une réforme en profondeur, incluant notamment l'imprescriptibilité des crimes et la dépénalisation de la non-représentation d'enfants. Et puis une mission de contrôle interne et d'évaluation de la doctrine relative au quartier de lutte contre la criminalité organisée prévoit un déplacement à Condé-sur-Sarthe dès l'été 2026. Réponse de Gérald Darmanin à l'alerte lancée par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui pointe, je cite, des violences systémiques au sein de la prison de haute sécurité. Merci Somaya Abidi pour le point sur l'information. On est toujours avec Charlotte Dornelas, avec Thomas Bonnet, avec Laure Lavalette qui poursuit la discussion, député Rassemblement National du Var, porte-parole de la campagne. Mathias Leboeuf est toujours là et Jérémy Patrier-Létus est notre invité à 10h, député Horizon et indépendant du Calvados. Vous avez été aussi président de cette commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public qui a fait peu de bruit cette année. Donc c'est intéressant de vous avoir ce matin, surtout que le président de l'ARCOM, M. Adjari, dont la parole est rare, s'est exprimé, il a pris la plume dans les colonnes du Figaro et nous parlerons du rôle de l'ARCOM dans quelques instants. Mais avant cela, revenons sur l'actualité politique. C'est vrai que la campagne est donc lancée, campagne qui sera bouleversée aussi par les décisions de la Cour des comptes, qui est de la Cour des comptes décidément, de la Cour de cassation, de la Cour de cassation qui souhaite rendre son avis, son attendu, avant avril 2027. Et ça a été confirmé ce matin par Rémi Hetz, le procureur général près de la Cour de cassation. Mais avant cela, monsieur le député, je rappelle que vous êtes député Horizon, vous êtes un soutien d'Édouard Philippe. Et hier, il y a eu ce premier sondage post-candidature de Marine Le Pen, où l'on voit que quel que soit l'adversaire, dont Édouard Philippe au second tour, et c'est la première fois que ça arrive, vous avez une victoire large de Marine Le Pen face à Édouard Philippe. Comment vous décodez ce premier sondage qui est une photographie de l'instant ? C'est toujours ce qu'on dit sur les sondages. Je suis élu d'un territoire où beaucoup de Français votent pour moi comme député, je leur remercie, mais votent pour le Rassemblement national. Donc cette montée du Rassemblement national dans le pays, on la voit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Édouard Philippe, hier, a dit qu'il préférait battre Marine Le Pen dans les urnes, projet contre projet, idée contre idée, plutôt que de la voir disparaître dans une décision judiciaire. C'est tout l'enjeu de cette campagne.
la décision de la Cour d'appel, le pourvoi en cassation de Marine Le Pen, permet de lancer pleinement cette campagne présidentielle. Nous nous attendons à horizon les propositions concrètes. On aura l'occasion d'en débattre avec Laure Lavalette parce qu'on voit que le Rassemblement national, sur beaucoup de sujets, a changé. On pourra parler de la question du modèle social, des retraites, de l'Europe, de l'OTAN, de l'IVG, enfin bref. Il est temps que cette campagne présidentielle soit lancée, qu'on puisse débattre, idée contre idée, projet contre projet. Et je le redis ici, c'est important. Nous considérons que le Rassemblement national, on le bat dans les urnes, mais on ne le fait pas disparaître dans des décisions judiciaires. Thomas Bonnet. Ce que je constate, c'est que ce résultat, ce sondage, c'est aussi le signal d'une contestation, d'une défiance majeure des Français vis-à-vis de l'institution judiciaire, vis-à-vis des élites politiques. Tous ceux qui ont eu des responsabilités sont malheureusement pour eux distancés dans ce sondage. Alors évidemment, il reste encore 10 mois de campagne. Vous dites qu'Édouard Philippe veut battre Marine Le Pen dans les urnes et pas sur le volet judiciaire. Je crois qu'il a raison. Malgré tout, il s'est quand même invité à un 20h le soir de la décision de Marine Le Pen d'être candidate, comme pour commenter cette actualité judiciaire aussi. Est-ce que vous ne croyez pas que d'attaquer Marine Le Pen que sur ce volet-là risque peut-être d'être contre-productif ? Je ne l'ai pas entendu attaquer Marine Le Pen sur ce volet-là. On peut quand même dire que Marine Le Pen a été condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics. Elle le conteste, elle dit qu'elle est innocente, elle se pourvoit en cassation. On a le droit, nous, quand même, de dire que quand on lit les 341 pages de la Cour d'appel de Paris, elle a quand même mis en place un système de détournement d'argent public. Alors Lavalette me répondra sur ce point, mais enfin, quand même, c'est assez inédit. Et pardon, moi, j'ai grandi dans un pays où je voyais Marine Le Pen parcourir les plateaux de télévision pour dire tous pourris, moi ma veste est immaculée. Elle avait des mots assez durs, assez forts, avant même d'attendre la fin d'un processus judiciaire pour attaquer les responsables politiques qui faisaient l'objet d'une mise en examen. Enfin, on l'a entendu quand même Marine Le Pen expliquer et dire que la morale et l'éthique qu'elle demandait aux responsables politiques des autres partis, elle se l'appliquerait à elle-même. On a même entendu Jordan Bardella, il y a quelques semaines, dire dans un plateau de télévision ou à la radio que si Marine Le Pen était à nouveau condamnée en appel, elle ne serait pas candidate à l'élection présidentielle. Vous avez parmi vos soutiens des personnes qui ont soutenu François Fillon jusqu'au bout de l'élection présidentielle. Édouard Philippe lui-même est visé par des enquêtes préliminaires du PNF. Ça peut se retourner contre vous, cet argument. C'est pour ça que je vous dis, que nous préférons discuter projet contre projet, dénoncer le projet du Rassemblement national qui conduira le pays dans une faillite, que de se contenter d'une décision judiciaire. Laure Lavalette dans un instant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la ligne d'Édouard Philippe n'est pas celle de Gabriel Attal. Gabriel Attal, hier, parlait de guérilla judiciaire. Bon, et vous allez l'entendre ce matin, c'est même topo, c'est-à-dire qu'il va sur le terrain judiciaire quand Édouard Philippe veut aller sur le terrain politique. Madame Lavalette. Je m'étouffe presque quand j'entends mon collègue député dire que notre programme, c'est la faillite. Enfin, je veux dire, Édouard Philippe a quand même été Premier ministre d'un gouvernement et un très proche d'Emmanuel Macron qui a juste mis la France complètement à genoux. C'est plus de 1200 milliards de dettes en 10 ans, c'est-à-dire autant qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. Donc je pense qu'en matière de finances publiques, vous avez perdu à tout jamais la légitimité de le faire. Je rappelle aussi quand même que votre champion, il a appelé à voter communiste aux dernières législatives. Je rappelle que c'est l'homme des 80 km/h, qu'il a fermé Fessenheim, qu'il a mis la France dans la rue. Donc c'est vrai que moi je ne crois pas, et je pense que les Français non plus, ne pensent pas qu'il soit la bonne personne pour l'alternance. Là où je vous rejoins, mon cher collègue, c'est que celui qui va gagner, il ne suffit pas de gagner. Il faut après qu'on ait une large majorité pour pouvoir réformer le pays. Parce que et vous et moi avons pâti, j'allais dire, de cette absence de majorité qui fait qu'en fait on n'a pas fichu grand-chose, sauf cette loi dont on a parlé ce matin d'aide à mourir. Mais c'est une vraie question, ça, parce qu'il ne suffit pas de gagner, il ne suffit pas de ramener la coupe à la maison, il faut que derrière on ait les moyens de réformer le pays, nous typiquement de renforcer la sécurité, de mettre fin à cette immigration massive et démesurée, de renforcer l'école, de renforcer l'hôpital. Donc il faudra une grande majorité. Et c'est là où effectivement on aura 10 mois pour frotter nos projets les uns contre les autres. Et les Français choisiront parce que, quoi que vous pensiez, sous la Ve République, le peuple reste la Cour suprême. Et typiquement sur la photographie que nous avons hier avec le sondage, pour le coup, les Français sont en... Réponse courte, s'il vous plaît, mais on aura tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant dans les 9 mois qui vont venir, c'est qu'on aura l'occasion, et vous serez toujours les bienvenus, pour commencer à débattre du fond. Jérémy Patrier-Létus, on a entendu la Cour de cassation par communiqué hier expliquer qu'ils voulaient rendre leur décision avant avril 2027. Est-ce que vous ne craignez pas que le temps judiciaire vienne encore une nouvelle fois percuter ce temps politique qui est un temps existentiel pour les Français quand on voit les enjeux qui nous amènent à cette campagne présidentielle de 2027. On critique très souvent la justice. Marine Le Pen est une citoyenne comme les autres, elle a le droit de se pouvoir en cassation. Oui. Et on a le droit, dans un pays comme la France, qui a un état de droit, de considérer que la Cour de cassation rendra sa décision
à la date qui convient. J'ai vu Marine Le Pen, je termine, j'ai vu Marine Le Pen et ses soutiens demander que la Cour d'appel aille plus vite pour que la l'inéligibilité. normale, pour l'inéligibilité. Et maintenant, on a ses soutiens qui nous expliquent qu'il faut surtout que la commission, la Cour de cassation, se hâte lentement. Respectons la justice. On peut pas avoir d'indignation ou de demande on a l'armée qui arrive. Ah bah, alors, moi parfois, tout est sous vous savez. contrôle. Alors attendez, je dis aux auditeurs, aux téléspectateurs de CNews, on a la chance et l'honneur de voir en coulisses, donc derrière les caméras, des militaires qui, j'imagine, préparent avec la rédaction le 14 juillet. Donc c'est un honneur de vous recevoir. Malheureusement, on les voit. Écoutez, on est ravis de vous recevoir. Souvent je dis un jour peut-être l'armée de l'Arcom viendra sur le studio de CNews, mais pour l'instant c'est l'armée qu'on aime, si je puis me permettre. Je ne sais pas si je serais arcomisé en ayant dit une chose pareille. En tout cas, je présente mes excuses à M. Achari, dont on parlera. S'il vous plaît, vous avez dit c'est une justiciable comme une autre. Permettez-moi. Je salue les militaires présents. Moi, avant d'être député, j'ai travaillé pour le général Georges Lain. Sur le chantier Notre-Dame de Paris. J'ai eu la chance de travailler avec ce chef d'état-major des armées. C'est un honneur que de vous voir. On aura peut-être l'occasion d'échanger. Scène cocasse. Simplement, vous avez dit c'est une justiciable comme une autre. Par rapport à la situation actuelle, la Cour de cassation en fait une justiciable exceptionnelle, puisque jamais, en un temps record, la Cour de cassation souhaitait rendre cette décision. Et la décision de la Cour d'appel... Mais vous avez raison, mais tout est inédit dans cette situation. Donc je pense, respectons le temps de la justice. On ne peut pas se réjouir quand la Cour d'appel dit c'est formidable, elle a rendu une décision un an avant la présidentielle qui permet à Marine Le Pen d'être candidate, et de dire attention, scandale, la Cour de cassation va aller plus que... Attendons la décision de la Cour de cassation. Marine Le Pen, elle le sait, d'ailleurs, Laurent Lavette ne le contestera pas, a pris un risque en engageant ce pourvoi en cassation. Je termine juste mon raisonnement. La Cour de cassation rendra sa décision et on verra, le moment venu, les conséquences de cette décision. Si je vous dis ça, c'est que les Français ont soif de parler de politique plutôt que de parler de justice. Et Édouard Philippe est sur cette ligne. Il ne passe pas visiblement. Monsieur Attal, écoutez-le ce matin. La campagne présidentielle qui démarre se résume à une chronique judiciaire plutôt que de parler de fond et de vision pour le pays. Et ça, je pense que ça fatigue déjà les Français. Par ailleurs, il faut en revenir aux bases. Je pense qu'il y a des Français qui nous écoutent, qui passent leur temps à expliquer à leurs enfants qu'il faut respecter les règles, qu'il faut respecter la loi, qu'il ne faut pas tricher. Il y a des Français qui nous écoutent par ailleurs, qui savent qu'ils doivent respecter la loi et qui sont pénalisés au premier écart. Et ils entendent une responsable politique, candidate à l'élection présidentielle, qui s'attaque à des décisions de justice et qui même intimide la justice. On le voit, les pressions qui sont faites pour que l'arrêt en cassation ne tombe pas avant l'élection présidentielle. Comment vous voulez expliquer à des jeunes délinquants qu'il faut respecter la loi, qu'il faut respecter les règles, quand vous avez des responsables politiques qui eux-mêmes ne sont pas capables de les respecter ? Ou alors des promesses non tenues, tu casses, tu payes. Vous allez voir ce qui va se passer ce soir pour France-Maroc. C'était le slogan de Gabriel Attal. Je vous propose Gabriel Attal parce qu'il participe en fait du. C'est ça qui est particulier. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Richard. Mais écoutons Richard. Le bon sens voudrait qu'on aille sur le terrain politique, peut-être. Richard Ramos, qui n'est pas l'international réactionnaire. Richard Ramos, un député centriste proche de François Bayrou. Écoutez ce qu'il disait. Petit retour en arrière. À la précédente élection présidentielle, François Bayrou apporte son soutien parce qu'il parraine Madame Le Pen. Et on l'a oublié. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que la démocratie, elle vive. Bien sûr. Moi, sur ce plateau-là, depuis 18 mois, je me suis fait traiter sur les réseaux de temps en temps de fasciste parce que j'ai dit que je ne veux pas que Madame Le Pen soit condamnée. Je veux que s'il y a une bagarre, s'il y a une élection, si on doit débattre, ce n'est pas dans un prétoire, c'est dans les urnes. C'est dans les urnes. Je dis aussi que depuis... Je l'ai souvent dit, depuis 2012, on n'a pas fait d'élection présidentielle. Pour moi, 2017, c'est un accident auquel M. Macron, un peu un Kennedy à la française, arrive parce qu'il y a l'affaire Fillon. Et donc, on va arrêter. On a besoin de faire un débat. On a besoin de faire un débat sur les vrais sujets. Les sujets que... Et pourquoi moi je viens souvent sur CNews, sur des sujets auxquels souvent ils étaient mis sous le tapis. Et on va débattre. L'immigration, la sécurité, l'éducation... La santé, et on va. Donc on ne va pas laisser l'extrême gauche, pour le coup, emmerder Madame Le Pen, parce qu'ils emmerderaient la démocratie. On a besoin d'avoir une élection présidentielle auquel on débatte. On ne sera pas d'accord, mais ça, c'est pas grave. Et après, les Français, ils tranchent. Et on ne doit pas laisser, et là, le ministre de l'Intérieur doit être ferme,
On doit laisser le débat se faire en France. Moi, je voudrais réagir quand même sur la petite capsule de Gabriel Attal. C'est honteux. Enfin, personne ne fait pression sur personne. Il n'y a pas de guérilla. Je trouve que sa prise de parole est complètement indigne. Ce qu'on veut, c'est une justice normale. Et en principe, c'est vrai qu'un rendu de cour de cassation, c'est entre 12 et 18 mois. Ce qui avait motivé le fait que ce soit avant, c'est parce qu'il y avait le problème de l'exécution provisoire de l'éligibilité. Dans la mesure où cette question est tranchée, où Marine Le Pen peut se présenter, puisque la cour d'appel, l'arrêt de la cour d'appel lui a rendu son éligibilité, pour le coup, il n'y a plus de raison de bousculer cet agenda judiciaire. Vous le disiez, Marine Le Pen n'est ni au-dessus ni en dessous de la loi. On demande simplement une justice ordinaire. Ce qui est intéressant, et je le redis, nous on souhaite la battre dans les urnes projet contre projet. Mais c'est un peu fait ce que je dis et pas ce que je fais. Marine Le Pen, rappelez-vous, je ne sais pas si Laure Lavalette vous accompagnait ces cris d'orfraie au moment de l'élection présidentielle de 2017. Quand François Fillon n'était pas encore condamné, Marine Le Pen n'avait pas de mots assez durs pour attaquer François Fillon, qui n'était pas pour elle, je la cite, digne d'être président de la République alors qu'il n'était pas condamné. C'est pas ce que nous faisons avec Marine Le Pen aujourd'hui, mais admettez que parfois, Marine Le Pen, pour d'autres responsables politiques, a pu être... Et je dis juste, et je veux terminer juste, et Duval, et j'en termine là, que Marine Le Pen aujourd'hui bénéficie de mesures judiciaires qu'elle conteste dans son programme. Vous voyez, moi, j'ai porté une loi, j'ai porté une loi. Horizon a porté une loi, en l'occurrence Loïc Kervran, pour que les courtes peines ne soient pas aménagées sous bracelet électronique, mais que les personnes, quand elles sont condamnées à des courtes peines de prison, aillent en prison. Aujourd'hui, Marine Le Pen bénéficie, comme tous les citoyens français, d'un aménagement d'une peine de prison qui lui permettrait, si elle était condamnée définitivement, à un bracelet électronique. Donc c'est intéressant, et je termine là, que Marine Le Pen aujourd'hui bénéficie de la mensuétude, en tout cas de mesures de justice qu'elle conteste. L'inéligibilité à vie qu'elle demande n'existe pas dans le pays. C'est pour la corruption et donc en tout cas, c'est intéressant de dire qu'on demande un renforcement du système de justice, mais qu'aujourd'hui, Marine Le Pen bénéficie de mesures que nous contestons. Mais vous avez raison sur l'exécution provisoire, par exemple. Elle en bénéficie, puisque finalement, elle a déjà purgé sa peine, mais il n'empêche que c'est une mesure que nous contestons, parce qu'on trouve indigne de priver quelqu'un du 2e degré de juridiction. Mathias Leboeuf, en un mot. Ce qui sera, je vais pas alimenter la polémique, mais ce qui sera intéressant dans cette campagne... Vous ne le faites jamais. Non. Jamais. Vous me connaissez bien. Ça ne nous arrive jamais. Non, mais ce qui sera intéressant, c'est aussi, et on doit pouvoir faire ça, de renvoyer Marine Le Pen à sa propre parole. Et derrière sa propre parole, à sa probité, en quelque sorte. Et ça, je pense que ça doit aussi faire partie de la campagne, effectivement, avec des projets qui vont s'affronter. Et ces projets devront présenter des visions, des perspectives, des prospectives. Mais dans ce cadre-là, la parole d'un homme politique et son engagement à sa parole doit pouvoir être revisité aussi à l'aune de ce qu'il a pu dire avant. Charlotte. Mais les Français le savent, regardez. Enfin, les Français suivent Marine Le Pen depuis très longtemps et ça ne les empêche pas de la porter très haut dans les sondages et ont envie d'elle comme candidate. Mais ça, Charlotte Dornelas. Faites attention avec les sondages parce qu'on est à 9 mois. Et on est bien d'accord. À ce compte-là, Édouard Balladur aurait été élu et vous le savez très bien. Il vaut mieux de la position de Marine Le Pen que de Raphaël Glucksmann quand même. Voilà. Oui. Il n'y a pas... Ou de François. Au-delà de la question, parce qu'on le voit aujourd'hui, comme on l'a vu hier, comme on le voit à chaque fois que des hommes politiques sont en fait devant la justice, on parle beaucoup de la politisation de la justice, on parle beaucoup moins de l'instrumentalisation politique des décisions de justice. Et on voit bien. À laquelle le RN a contribué pendant des années. Mais 100% des partis. Je pense que là, franchement, vous pouvez tous. Non, mais allez. Tout le monde commande ces décisions de justice sur le terrain politique. Donc, le débat qui sera intéressant, au-delà du cas de Marine Le Pen et de ce qu'en disent les uns et les autres, c'est de savoir comment est-ce que le politique... Parce qu'on dit beaucoup, c'est pas 3 magistrats qui vont décider de la prochaine élection présidentielle. Mais il ne faut pas, on peut retourner l'accusation, entre guillemets, en disant aux législateurs, ne mettez pas 3 magistrats dans la situation de décider... Et vous le dites souvent, justement, d'aller sur le terrain du législateur. Mais c'est le plus important. Les 3 magistrats, ils ont devant eux un dossier... s'il vous plaît, parce que ça, on n'aura pas le temps du calendrier judiciaire et politique. On n'aura pas le temps de tout faire et j'ai 1000 sujets à traiter avec vous. Non. 1000. Oui, mais là, c'est vraiment... Oui, bah non. Permettez-moi de considérer que c'est important. Vous l'avez déjà dit, en plus, entre 9h et 10h. Oui, mais j'ai une... je le redis, parce qu'il y a probablement des gens qui sont arrivés à la Elle a pris en c'est une guérilla. Non, mais moi, j'ai juste une question. Guérilla judiciaire. Vous dites, avec Édouard Philippe, en effet, que vous ne voulez pas que Marine Le Pen soit empêchée... Enfin, vous ne voulez pas. En l'occurrence, vous vous réjouissez que le débat se fasse sur le terrain politique et non pas qu'on la prive de ce débat par le biais des tribunaux. Mais vous avez par exemple Aurore Bergé qui propose actuellement un texte qui étend encore un peu plus le pouvoir judiciaire de l'inéligibilité.
avec la loi contre l'antisémitisme, le racisme et la haine, avec des définitions assez larges qui donnent un pouvoir fort aux magistrats d'interprétation, encore une fois. Est-ce que le politique, de manière générale, le législateur, peut se poser la question de la légitimité même de la peine d'inéligibilité? Parce qu'on en arrive toujours à des débats invraisemblables à la veille des élections et en rejetant la faute sur les magistrats qui ont quand même des textes. En 2 mots, la seule candidate à l'élection présidentielle à avoir proposé l'inéligibilité à vie, qui, à mon sens, est antidémocratique, c'est Marine Le Pen. Pardon, je la renvoie devant ses contradictions. Nous, on n'a jamais proposé enrichissement personnel, oui. Je le rappelle, et corruption. Non, mais c'est très différent quand même. Mais c'est une vraie question démocratique que vous posez. En tout cas, on peut quand même se dire que des parlementaires qui se sont rendus coupables d'apologie du terrorisme, parce que les Français sur ces sujets-là sont un peu ambivalents. D'un côté, ils nous disent mais comment est-ce possible que des parlementaires qui se sont rendus coupables d'apologie du terrorisme, de détournement de fonds publics puissent encore être élus? Et en même temps, ils ne souhaitent pas, ils ne souhaitent pas, et en même temps qu'on les prive du débat démocratique. Donc c'est un sujet complexe. Je pense qu'il faut justement éviter la caricature. L'inéligibilité à vie, à mon avis, est une fausse bonne solution, comme souvent, pardon Madame Lavalette, avec le Rassemblement national, mais il faut poser cette question, effectivement, du temps démocratique et du temps judiciaire. Ce qui est intéressant quand vous parlez de l'apologie du terrorisme et des parlementaires, pour l'instant, la justice n'a toujours pas condamné des parlementaires pour apologie du terrorisme. Et vous avez par exemple une parlementaire européenne, une députée européenne, Rima Hassan, qui était devant les tribunaux cette semaine. D'ailleurs, le procès a été reporté dans des conditions, et les médias se sont tus, mais hallucinantes. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une manifestation en soutien à Rima Hassan devant le tribunal, au pied du tribunal de justice. Ça arrive souvent. Bah, écoutez, quand même, enfin, de voir cette mobilisation devant les tribunaux autour de Rima Hassan peut surprendre. Non, mais ça peut surprendre sur le fond, mais je veux dire, c'est pas non plus inédit que des personnes. Non, c'est sûr que des gens qui mettent la pression sur la justice, ça n'a rien d'inédit. Je trouve qu'en revanche, c'est surprenant. Ça peut surprendre. En revanche, je vous propose d'écouter Elie Semoun. Vous allez me dire, mais pourquoi on va écouter Elie Semoun? Parce qu'il était l'invité ce matin d'RTL, qu'il était interrogé d'ailleurs, il était l'invité pour, vous savez, ce soir, le match France-Maroc, et on connaît ces liens entre les deux nations. Mais on lui pose une question sur le Rassemblement national et la France insoumise. Est-ce qu'il les renvoie dos à dos? Est-ce que le Rassemblement national ne serait pas aussi dangereux, la formule est particulière, que la France insoumise? Je vais vous répondre comme un homme politique. Je suis surtout un imposant à LFI. Je suis vraiment désolé pour les auditeurs qui nous écoutent et qui m'aiment bien. Mais là, franchement, je ne peux pas supporter cet antisémitisme affiché. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce parti. Vous dites ce matin, vous trouvez la France insoumise plus dangereuse que le Rassemblement national? Oui. Écoutez, oui. Oui. S'il faut répondre à votre question, et je vous réponds sincèrement, j'ai vraiment peur du bordel organisé par LFI. Pour moi, c'est pas c'est pas une démocratie, quoi. Ça ressemble pas à une démocratie. C'est une parole pour un comédien, artiste, vous dites courageuse, c'est une parole rare. Il faut savoir d'où parle Elie Semoun. Il se revendique lui-même comme ayant grandi dans une famille de gauche, avec ces valeurs-là portées pendant très longtemps. Je crois même qu'il a soutenu des candidats de gauche à certaines élections présidentielles. Et aujourd'hui, il ne se reconnaît plus dans le discours qui est porté par la France insoumise. Donc c'est courageux de sa part de le dire, parce qu'on sent bien même à la réponse et à l'intonation du journaliste d'RTL qu'il n'avait pas forcément prévu cette réponse-là de la part de Semoun. Vous pensez que la France insoumise est disons que ça plus dénote un peu dangereuse par que le rapport RN au reste du C'est un journaliste extraordinaire, attention. Oui, Charlotte? Non, mais bon, enfin, moi, c'est un peu comme l'instrumentalisation de la justice. Vous voyez, les acteurs, parfois on veut qu'ils se taisent, parfois on veut qu'ils parlent. Ça dépend un peu de ce qu'ils disent tous les uns les autres. Bon, je le note. Donc, Elie Semoun a sa parole. Là où vous avez raison, et on le sent à sa réponse à lui, c'est qu'il sent au moment où il dit oui. Voilà, et on sent qu'il est en train de se dire oh putain, qu'est-ce que je viens de dire? Bah non, au contraire, je crois que c'est évidemment ce qu'il se dit. Hein, il se dit, est-ce que je suis en difficulté en disant ça sur une antenne, vous croyez? Non, mais oui, c'est un piège, ce genre de questions. C'est évidemment, si, bien sûr que si. Dans le milieu qu'est le sien, c'est un piège. Enfin, c'est un piège. Plus de risques en disant ça qu'en disant l'inverse, quand même. Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites. Vous voulez dire que dans le monde culturel ou médiatique, rares sont les personnes qui diraient la France insoumise est plus dangereuse que le Rassemblement national. En public, parce qu'en privé, ils peuvent le dire. Et vous, monsieur Patrick, ce qui est dangereux, je veux juste revenir sur Elie Semoun. Ce qui est intolérable, c'est que des artistes qui prennent position, et c'est leur droit de prendre position dans le
débat démocratique. Moi, j'ai jamais critiqué, parce que parfois ici, vous avez critiqué des acteurs ou des chanteurs qui prenaient position en leur disant des footballeurs, de quoi ils se mêlent. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense même que c'est pas inutile que des artistes, des acteurs de la société civile prennent part au débat démocratique. 100 fois d'accord avec vous. 100 fois d'accord avec vous. Alors, très bien. Après, ensuite, on peut quand même s'interroger du soutien. Benjamin Biolay qui soutient Rima Hassan juste avant son procès, ça peut surprendre. Mais on a le droit. Madame Taubira qui soutient, qui n'est pas une artiste, qui est une, enfin, quoique c'est une forme d'art, ce qu'elle a fait Place Vendôme, ça peut surprendre aussi. On a le droit de contester les positions qu'ils prennent, mais je pense que c'est pas inutile que des acteurs de la société civile prennent part au débat démocratique. Moi, ce qui m'inquiète profondément, c'est qu'on a des artistes qui prennent position, y compris politiquement, qui sont ensuite boycottés. Je peux vous parler d'Amir, je peux vous parler de nombreux artistes qui ont pris position à la suite du 7 octobre, qui ont combattu les délits ethnico-communautaires de la France insoumise, la stratégie communautariste de Jean-Luc Mélenchon qui souffle sur les braises de l'antisémitisme, et je le vois tous les jours, moi qui suis une cible des attaques de la France insoumise, et c'est ça qui est dangereux. J'espère que les déclarations ce matin d'Elie Semoun, que je ne partage pas tout à fait, moi je pense que le projet économique du Rassemblement national est dangereux. Vous mettez sur un même pied d'égalité dans la dangerosité la France insoumise et le Rassemblement national. On vive mieux 10 ans après Emmanuel Macron. Vous les mettez sur un même pied d'égalité sur la question. Sur la dangerosité. Je pense que sur le plan économique, par exemple, ils sont tous les deux dangereux. Que les deux amèneront le FMI ou la Banque mondiale. Sur d'autres sujets, on voit bien que les délires ethnico-communautaires de la France insoumise conduiraient le pays dans un chaos et dans la guerre civile. Donc sur des sujets, je ne les mets pas sur le même niveau sur tous les sujets. Non, sur le plan économique, j'ai le droit de dire, et je pense que beaucoup de Français le partagent, vous avez tout le programme de Marine Le Pen... Moins que l'inverse, ça vous a pas échappé. Le programme de Marine Le Pen, Mme Lavalette, mais vous allez nous l'expliquer, est un programme très proche des idées de la gauche. Pour ne pas dire un programme socialiste communiste. En un mot, s'il vous plaît. Non, pour revenir sur LFI, alors c'est tombé le même jour que le délibéré pour Marine Le Pen, mais je trouve qu'on n'a pas assez commenté quand même les images absolument terribles qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, où je crois qu'il y a peut-être même une plainte d'un huissier qui a failli tomber quand il a voulu contenir la famille Traoré. Les images, vous y étiez. Et Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon, est le premier président d'un groupe parlementaire à avoir saisi Madame Braun-Pivet, on attend toujours sa réponse. Nous avons demandé que le bureau, nous avons demandé avec Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon, que le bureau de l'Assemblée nationale puisse se réunir en urgence, car ces scènes sont intolérables. On l'a vu plus réactive lorsqu'il était question de la paparazzade sur Charles Aloncle, que vous connaissez bien. Et vous avez eu raison de parler de Amir. Laurent Marcangeli l'a saisi. On attend. Non, mais c'est pas vous que parler de Madame Braun-Pivet, qui visiblement peut-être déjà en vacances, je ne sais pas. Ah bah pas du tout, elle va voter la loi Famille. Ah, pas encore. Pardonnez-moi. Alors vraiment, si je m'auto-arcomise. En revanche, vous avez entièrement raison sur les boycotts, des artistes. Amir. Et on se sentait bien seuls, nous, sur ce plateau, pour rappeler la folie qui entourait les attaques, les menaces contre Amir. Ouais. Et j'attends d'ailleurs encore aujourd'hui un communiqué des Restos du Cœur en soutien à Amir, qui a été attaqué. Vous savez, moi, j'ai pas de tendresse pour la France insoumise. Il se trouve que je suis un Français de confession juive. Je suis allé en Israël le 10 octobre avec une délégation, 10 octobre 2023, après les attaques terroristes du Hamas. À mon retour, avec plusieurs responsables politiques, nous avons été la cible d'attaques antisémites. Je dis bien antisémites de la part de la France insoumise, de ces groupuscules sur les réseaux sociaux, pour la première fois de ma vie. Oui, j'ai 37 ans. Pour la première fois de ma vie, à cause de l'hystérisation du débat public de la France insoumise, je me suis rendu dans un commissariat de police pour porter plainte pour attaque antisémite. Donc j'ai aucune tendresse, aucune complicité avec la France insoumise que je combats dans les urnes et que je combattrai donc tant que je serai engagé. Si, imaginons un second tour RN. Je peux me pas poser la question parce que à chaque fois c'est des réponses à Didier Deschamps. L'important c'est on prend les matchs les uns après les autres et c'est tout ce que je vous souhaite. Si je vous souhaite d'être Didier Deschamps, vous êtes au plus haut. Mais monsieur Duval, acceptez pour un homme de droite que je suis le programme économique. Je savais, j'imaginais déjà la réponse sur le second tour. Acceptez que l'engagement politique, c'est aussi une affaire de conviction. Et vous n'avez pas que le programme économique de Laure Lavalette et du Rassemblement me fait peur. Vous n'avez pas été la première heure. Le parti s'est désisté pour faire élire des Madame Lavalette. Donc moi j'aimerais un peu de cohérence et d'honnêteté intellectuelle dans vos Madame Lavalette, dans ma circonscription, je vous sais pressée et vous avez joué les prolongations dans cette émission, donc je vous remercie d'être venu nous voir. Il est 10h28. Dans quelques instants, nous aurons Reda Bellach pour parler de la sécurité pour le match France-Maroc. Et on aura la chance aussi de recevoir Arnaud Souquet, ancien joueur professionnel de football, enfin il l'est toujours, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué en France, à l'OGC Nice, à Montpellier, mais il a surtout joué aux États-Unis. Donc on va pouvoir aussi un peu parler
du football aux États-Unis. Comment ? Non, pardon. Mais c'est là où vous êtes spécialiste. Bah oui, parce que là, en fait, vraiment, c'est ma vraie spécialité. Vous savez pourquoi je l'ai invitée ? Je me suis dit, est-ce qu'elle va faire comme avec moi chaque samedi matin, c'est-à-dire trouver le moyen de le reprendre sur une analyse footballistique. Donc je suis ravi, je vais demander à Arnaud Souquet de s'installer juste à côté de vous. On fait le point sur l'information avec Somaya Labidi à 10h30. Le ministre de l'Éducation rassure, nous aurons assez de professeurs à la rentrée 2026 avec 24 000 admis au concours enseignants accessible de cette année à partir de Bac+3 contre 16 000 l'an dernier. C'est ce qu'a indiqué Édouard Geoffrey qui a tout de même reconnu des carences, notamment sur les délais de remplacement des professeurs absents. Conséquence directe des incendies, les festivités du 14 juillet sérieusement compromises. De nombreux feux d'artifice sont annulés un peu partout en France. Annulation qui pourrait se multiplier avec l'augmentation des températures attendues dans les tout prochains jours. Et puis le détroit d'Ormuz accessible uniquement selon les conditions fixées par le régime et non sous la pression des menaces américaines. Réponse de l'Iran après les dernières frappes de Washington, un regain de tension qui fait craindre un nouveau blocus naval avec de lourdes conséquences pour l'économie mondiale. Merci Somaya Labidi pour le point sur l'information. On poursuit l'heure des pros, on est ensemble jusqu'à 11h. On est ravis de recevoir Reda Belladj. Merci d'être avec nous, cher Reda. Et à travers vous, on a une pensée pour tous les policiers et les gendarmes qui seront sur le terrain ce soir. Parce que la nuit s'annonce compliquée pour les forces de l'ordre une nouvelle fois. J'aimerais tellement parler de football, j'aimerais tellement parler de ce match qui va être merveilleux entre la France et le Maroc, deux nations qui sont amies footballistiquement, avec deux joueurs, Mbappé, Achraf Hakimi, qui sont meilleurs amis dans la vie, qui seront face à face ce soir. J'aimerais tellement parler en priorité de ça. Mais malheureusement, il sera question de sécurité. Arnaud Souquet nous a rejoint sur le plateau. Cher Arnaud, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes un joueur de football professionnel. Vous avez joué aux États-Unis, donc on va pouvoir parler aussi de l'ambiance dans ce mondial. Et puis on va parler de l'équipe de France quand même, qui fait un parcours extraordinaire avec peut-être le plus grand sélectionneur de l'histoire, à savoir Didier Deschamps. Avant cela quand même, parce que et vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir, Jérémy Patrier-Létus. Je rappelle que vous êtes député Horizon et indépendant du Calvados. Moi, je suis député Horizon. Et le groupe, c'est le groupe Horizon indépendant. Mais moi, je soutiens pleinement pleinement. Mais je suis député Horizon. D'ailleurs, là, j'ai l'esprit d'escalier. Aujourd'hui, il y en a deux qui sont sur la ligne de départ. Édouard Philippe, Gabriel Attal. Quand est-ce que ça va être réglé, cette histoire ? Il faut déjà que la campagne se déroule. Ah, d'accord. On attend un peu. Vivre. On vient d'avoir le candidat du Rassemblement national il n'y a même pas 24 heures. Bon, non, mais c'est la campagne. En revanche, vous avez été président. Mais il faudra le rassemblement. Il faudra le rassemblement de la droite et du centre, je vous le redis ici. Comme ça, vous avez une réponse. Eh bien, écoutez, c'est une information capitale. Dans l'actualité, mais ce qui est important quand même, c'est que vous avez été président de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Et ce matin, le patron de l'Arcom a pris la plume. Face aux polémiques récurrentes. Le président de l'Arcom a pris la parole dans le Figaro. Martin Adjari affirme que les autorités de régulation de la communication audiovisuelle et numérique appliquent la loi avec impartialité, sans cibler ni favoriser aucun acteur. Il dit « Nous défendons la liberté pour toutes les chaînes de télévision et les stations de radio en les protégeant des pressions extérieures. » Et il dit également « La loi audiovisuelle pose un principe de liberté d'expression et de communication. L'Arcom a mis en demeure CNews de veiller à respecter les obligations et les engagements en matière de pluralisme et des courants de pensée et d'opinion. Souhaitons-nous fermer CNews ? Au contraire, il doit pouvoir contribuer à la diversité des chaînes et d'information et exprimer sa ligne éditoriale, mais dans le respect de la loi. Il faut revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines, la mise en demeure de l'Arcom sur CNews, avec un champ de compétences inédit, nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une séquence qui fait polémique, on n'est plus sur le temps de parole qui est respecté à la lettre, mais sur un climat lors d'une émission, sur les thèmes qui sont abordés, sur les critiques qui pourraient être émises contre le gouvernement. Si j'étais un réducteur, je dirais que j'ai un nouveau directeur de la rédaction, que j'ai jamais vu, mais il s'appelle Martin Adjari. Et c'est sidérant de voir, je pense que de toutes les mises en demeure ou sanctions qui ont été faites contre CNews, d'expérience, c'est-à-dire que moi je suis un enfant de cette maison, c'est la première fois que je me suis dit, ils ont envie de nous fermer. J'ai peur. Voilà. Je ne sais pas si en allant sur le terrain, en allant sur le plateau, j'ai pas quelqu'un que je n'ai jamais vu qui est en train de me scruter en me disant, on va trouver une solution pour que tu ne puisses plus parler. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça me permet de vous répondre.
il fut un temps où, quand il y avait des problèmes dans le pays, des affaires, je pense au sang contaminé, on s'en prenait aux ministres, aux responsables politiques, aux législateurs, aux parlementaires. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des problèmes, des enjeux majeurs, la question de l'audiovisuel public, du pluralisme dans l'audiovisuel public, la question du pluralisme, la question de l'audiovisuel, on s'en prend aux régulateurs, pourquoi pas, mais enfin, à la fin des fins, qui vote la loi ? Qui fixe le cadre législatif ? Qui vote les règles dans le pays ? C'est les parlementaires. C'est moi, c'est d'autres. Il y avait Laure Lavalette à l'instant. Qui exerce la tutelle de l'audiovisuel public ? C'est le ministère de la Culture. Moi, je vous le dis comme je le pense, je ne supporte plus dans ce pays qu'à un moment donné, les responsables politiques ne prennent pas leurs responsabilités. La question du pluralisme, aujourd'hui, elle est définie par le Conseil d'État. Mais qu'attend le législateur pour revenir sur la loi de 86 ? Je ne vais pas être trop long pour les Français qui nous écoutent, mais que les Français comprennent bien. Toutes ces règles qui encadrent CNews, qui encadrent l'audiovisuel public, qui encadrent le pluralisme, les temps de parole, ça date de 1986, il y a 40 ans. Quand le paysage audiovisuel n'était pas celui d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les chaînes d'information en continu. Il n'y avait pas CNews, BFM, comme ça j'ai cité tout le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les règles sont plus pertinentes, elles sont obsolètes. La loi n'est plus adaptée. Donc le Conseil d'État, la justice, les cours administratives, reprennent la main, si je puis dire. Le régulateur également. Moi, j'appelle, et je ne vais pas être trop long, à une réforme majeure portée par les politiques, portée par les parlementaires, portée par la ministre de la Culture, de cette loi de 86, qu'on se mette au-dessus d'une table, les acteurs publics, privés, et qu'on définisse les règles. J'avais interrogé par exemple Vincent Bolloré au moment de la commission d'enquête. Je lui avais demandé est-ce que le pluralisme interne, c'est-à-dire le fait que sur un plateau de télévision, on puisse avoir l'ensemble des courants d'opinion, les courants de pensée, était une mesure qui lui semblait pertinente. Il y est favorable, c'est le cas, et c'est une exigence de l'audiovisuel public. Donc je pense qu'il est temps que le politique reprenne la main. Je ne peux pas vous le dire autrement. Mais ça le mérite d'être clair. Le régulateur, le Conseil d'État, se loge là où la loi n'est plus précise, là où le politique a renoncé à réguler, à encadrer. Mais il y a un élément que d'ailleurs M. Adjari peut-être oublie, et peut-être que ses collègues qui sont à l'Arcom oublient, et il serait bien heureux de les voir dans des rédactions pour voir comment ça fonctionne. Je ne sais pas combien il y a de journalistes aujourd'hui qui sanctionnent ou mettent en demeure sans avoir mis un pied dans une rédaction ces dernières années. C'est par exemple, lorsqu'on parle de pluralisme, mais pareil, prenons un cas très concret. Monsieur Bali Bagayoko, mais moi je rêverais qu'il vienne sur ce plateau. Je rêverais qu'il soit invité. Mais on pourrait faire des heures. Je rêverais qu'il me parle de 81 lorsqu'il a voté pour François Mitterrand, de ce qu'il a fait et ce qu'il a fait pour Saint-Denis. Mais sauf que monsieur Bagayoko ne veut pas venir. Les députés de la France Insoumise, avant qu'ils ne deviennent députés, c'était les bienvenus, enfin ils le sont toujours, mais ils étaient heureux de venir sur ce plateau. Je pense à par exemple M. Léaumont, je pense à M. Porte qui venait, je pense à M. Guiraud, etc., etc. J'ai fait des dizaines d'émissions avec M. Léaumont. Donc peut-être que cet élément-là, M. Adjari, qui est donc mon nouveau directeur de la rédaction, il pourrait peut-être le prendre en compte. Je vais donner un exemple rapidement. On demande à l'audiovisuel public d'être impartial. Et donc le régulateur, l'Arcom, doit vérifier si l'audiovisuel public est impartial. Est-ce que vous savez, Yoann Duval, que la loi de 1986 n'a jamais dit ce qu'était l'impartialité ? Mais c'est pour ça donc nous, les politiques, on n'a jamais dit ce que devait être l'impartialité du service public, et on demande au régulateur, l'Arcom, de vérifier si l'audiovisuel public est impartial. Donc on marche effectivement sur la tête, et moi je vous le redis, on peut critiquer, et c'est votre droit, le régulateur, mais au bout d'un moment, les personnes qui dans le pays fixent les règles, c'est les parlementaires et c'est les ministres de la Culture successives. Et c'est pour ça que je proposerai, moi, une réforme majeure de la loi de 1986 sur l'audiovisuel public, parce que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Jérémy Patrier-Létus, dernière chose, parce que visiblement, ils ont réfléchi, scruté, scanné des émissions, des courants de pensée, du moins des thématiques. Aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs saisissant, c'est qu'il n'y a rien de plus consensuel que les questions de sécurité, les questions migratoires, les questions de santé ou d'éducation, du moins les questions régaliennes. C'est toujours 7 à 8 Français sur 10 sur les sondages. Il suffit simplement de regarder les sondages. Mais si, par exemple, sur les questions de l'antisémitisme, on parlait de l'antisémitisme, il faut avoir un antisémite sur le plateau, il faut me le préciser. Évidemment, je grossis le trait, mais cette mise en demeure m'avait particulièrement surpris de la part de... C'est pas une opinion. C'est un délit, mais vous avez raison. Mais parce que dans l'arrêté, il y avait les questions aussi de l'antisémitisme. Mathias, vous avez tellement raison. On aura des positions parce que c'est pas normal. Et je termine là, que ce soit le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de lois qui reprennent la main, il est temps que les politiques reprennent la main. Parce qu'effectivement, quand ils ne le font pas, c'est le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État qui décide. Aujourd'hui, ce qui vous encadre, vous, c'est une décision du Conseil d'État. Alors que ça devrait être les parlementaires et les législateurs qui décident
de ce que c'est le pluralisme sur un plateau de télévision ou sur un plateau de radio. Juste une chose, et ce sera le dernier mot, Jérémy Patry-Létus, il y a des candidats à la présidentielle qui ont le mérite d'être clairs. Jean-Luc Mélenchon, il veut fermer CNews. François Ruffin, il veut fermer CNews. Bruno Retailleau ou Marine Le Pen, ils ne sont pas sur cette ligne-là. En revanche, Édouard Philippe, sur France Inter, il expliquait qu'il ne regarde pas trop CNews, il ne regarde jamais, si mes souvenirs sont bons. Mais est-ce que Édouard Philippe est sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je suis attaché au pluralisme. Je n'ai pas entendu me dire qu'il souhaitait fermer CNews. Nous, à Horizon, nous sommes attachés au pluralisme. Après, ça n'empêche pas Pascal Praud d'être plus objectif quand il parle d'Édouard Philippe, mais ça, c'est une autre chose. Vous parlez de l'édito de lundi, sur le discours. C'était particulièrement... Mais j'imagine que Pascal serait ravi de recevoir Édouard Philippe, et il le recevra avec le même professionnalisme, ce qui fait aussi la réussite de son émission. On peut critiquer des positions, Édouard des commentaires, Philippe ou parfois de propos qui sont tenus ici sur Horizon, sur la Philippe, sans vouloir fermer des chaînes, sans vouloir faire taire des opinions. Moi, j'ai présidé une commission d'enquête qui a bien montré que le pluralisme dans le pays était important. 10h40 sur CNews, le temps pour nous de parler de ce soir, puisque l'équipe de France affronte le Maroc. Et je le disais, j'aimerais tellement parler que de football, mais il y a les questions de sécurité. Il y a un dispositif qui est XXL qui est mis en place, avec plus de 20 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire, 8 000 rien qu'à Paris. Voyez le sujet d'Anaïs Baucher, mais on se dit à chaque événement heureux qui devrait nous unir, on se retrouve dans les mêmes situations. Pas tous les événements. Pas tous les événements. Oui, c'est vrai. France-Italie, c'est plus calme quand même. France-Italie, dites-vous ? Peut-être. Ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Ah. Voilà. Bravem, CRS, gendarmes mobiles, drones, véhicules anti-béliers. D'après les informations du Figaro, plus de 20 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur le territoire en prévision du match de ce soir. À Paris, avec les terrasses ouvertes jusqu'à 2h du matin, environ 8 000 forces de l'ordre ont été mobilisées, dont 80 unités de forces mobiles. Le centre de la capitale sera piétonnisé pour la soirée. Des contrôles aléatoires seront également effectués à la recherche d'armes ou de mortiers. Le transport de carburant dans des bidons a été interdit. Des drones seront également chargés de surveiller les rues parisiennes. En prévision d'une augmentation du nombre de gardes à vue, les parquets des grandes villes ont renforcé leur permanence. Dans un message envoyé au préfet début juillet, Laurent Nunez a été clair, aucun débordement ne devra être toléré. Le ministre de l'Intérieur a appelé à renforcer les mesures de sécurité pour assurer l'ordre et prévenir d'éventuels casseurs. La France et le Maroc s'étaient déjà affrontés lors de la Coupe du Monde de 2022. 266 personnes avaient été interpellées, dont 167 à Paris. Des débordements qui rappellent également ceux causés après la victoire du PSG en mai dernier. 890 personnes avaient été interpellées, soit 45% de plus que lors de la première victoire du club en 2025. Alors, Reda Bellal, simplement, on a pu entendre à de nombreuses reprises dans le sujet débordement. J'imagine que quand vous êtes sur le terrain, que vous avez des gens qui vous visent avec des mortiers d'artifice, qui pillent, qui cassent, qui brûlent des voitures, qui blessent pour la finale du Paris Saint-Germain, la dernière, 300 policiers et gendarmes. On n'est pas sur des débordements, on est sur des émeutes urbaines. Mais les mots ont un sens et c'est pour ça que je permettais de préciser, de le rappeler. Comment vous envisagez ce qui va se passer ce soir ? Déjà, par rapport à ce reportage, c'est pas vous, mais les hauts fonctionnaires, j'ai l'impression que le but, c'est de minimiser les choses pour rassurer les Français. Mais moi, ça ne me rassure pas. Pourquoi ? Parce que ce que je retiendrai, je vais prendre l'exemple de la finale du Paris Saint-Germain 2025 et de la finale du Paris Saint-Germain 2026, sachant que Paris a gagné ces deux finales. L'année dernière, on a eu 22 blessés. Et cette année, on a 233. On arrive à nous dire que la situation était maîtrisée et contrôlée. Pour moi, c'est un manque de respect envers les forces de l'ordre, envers la police républicaine. Parce que pour moi, 233 blessés, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Surtout que vous passez de 22 à 233. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que sur le match Maroc-Canada, qui n'était pas forcément un match à risque, on avait 12 policiers blessés et 32 interpellations. Donc je pense que ce n'est pas à négliger. Donc on s'attend ce soir, malheureusement, une fois de plus, à des débordements, comme vous l'avez dit, mais surtout des blocages de routiers, notamment périphériques, des barricades, des attaques contre les forces de l'ordre. Donc moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement plus de respect pour la police qu'on est obligé de mettre 8000 policiers tous les 15 jours pour une manifestation qui est censée être festive. Et ça me pose un vrai problème vis-à-vis de mon pays, la France,
la deuxième chose qui me pose un énorme problème, c'est que mes collègues, à quel moment ils peuvent rentrer chez eux et passer du temps avec leur famille. Parce qu'il faut savoir que pour ces soirées-là, on décale des collègues qui travaillent normalement le matin de manière habituelle. On va les décaler aujourd'hui à 17h. C'est pour ça qu'avec un nombre constant, sans augmenter le nombre d'effectifs de police, de recrutement, on arrive à jouer sur les chiffres en interdisant à un collègue de passer du temps avec sa famille et de venir travailler sur un jour éventuellement où il ne travaille pas, ou de le décaler, de le faire bosser le soir jusqu'à 2h du matin. Sachant que, c'est la troisième chose qui m'inquiète le plus, je vois, il y a des choses qui se sont passées à l'Assemblée nationale hier, je vois que la police, encore une fois de plus, est au milieu de l'échiquier politique, on en prend plein la gueule. Vous pensez que le climat politique peut avoir des conséquences sur le terrain, c'est ça, Rada Bellach ? En fait. C'est-à-dire que ce qui a été voté cette semaine, c'est la présomption de légitime défense, qui a eu dans un contexte absolument dingue à l'Assemblée nationale, où vous aviez des militants qui sont venus bordéliser le vote. Quelle étrange manière de voir aussi nos institutions et la démocratie, parce que c'était à l'intérieur de l'hémicycle. Vous considérez que ce qui s'est passé cette semaine peut avoir aussi des conséquences ce soir, c'est-à-dire vous serez encore plus ciblé que les fois précédentes. Bien sûr, je l'ai dit l'année dernière sur ce plateau, à chaque fois déjà que LFI dit que la police tue, c'est un pavé de plus balancé sur des policiers ou des mortiers de plus balancés sur des policiers, et à part créer et diviser, enfin moi c'est la vision que j'ai, les jeunes de banlieue ou les jeunes issus de l'immigration, comme moi je le suis, avec la police, ils font rien. Et donc, moi je trouve ça dommage. Et je sais qu'il y aura des fortes conséquences. Et quand je vous dis qu'un policier commence son service à 17h, qu'un match a lieu à 22h, que vous allez avoir le match qui va finir vers minuit, si jamais il y a prolongation ou autre, vers minuit et demi, ça veut dire que le collègue... Ça fait des nuits très courtes. Voilà, oui, mais pour le policier, la nuit va être très très longue, justement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le policier, lui, il doit faire... il doit faire son travail de manière parfaite, comme l'a dit M. Mélenchon, il me semble, il y a 10 jours, parce que pour lui, le policier doit être parfait, il n'est pas humain, jusqu'à 4h du matin. Et je dis juste que ce n'est pas possible, en fait. Voilà. Non, mais cette situation est là aussi extrêmement complexe, Thomas Bonnet. C'est-à-dire que malheureusement, demain, j'aimerais commencer par le foot, rien que le foot. On est quasiment certain de voir des violences sur les forces de l'ordre, du pillage, de la casse. Et puis il y aura un système médiatique qui va peut-être faire comme à chaque fois, c'est de dire attendez, il y a eu quelques tensions en marge de cette victoire formidable, et on l'espère, de l'équipe de France. Est-ce que le ministre de l'Intérieur demain matin, si malheureusement les choses se passent mal, aura les mots, le bon diagnostic sur la situation? C'est une première interrogation, ça n'a pas toujours été le cas. Et quand on parle de diagnostic, il faudra aussi un jour qu'on s'interroge pour quelles raisons certains événements suscitent des mouvements de violence et d'autres pas. Qu'est-ce qui explique cette différence sociologique des gens qui fréquentent certains événements? Il faudra un moment qu'on aille au cœur du sujet, on ne peut pas toujours déplorer simplement les conséquences. En un mot, Mathias Leboeuf, je suis désolé de vous presser, mais j'ai envie qu'on parle de foot avec Arnaud. Il nous reste 4 minutes. La fête du sport, et en particulier du football, est dévoyée. Moi, je reste toujours perplexe devant le fait qu'on n'arrive pas à juguler depuis le temps ces phénomènes. Quand on organise le mondial, on arrive à gérer les choses. Quand il y a un match de foot qui est hors compétition, enfin qui est dans une compétition, on arrive. Enfin, depuis le temps, comment se fait-il que la doctrine et que les techniques n'aient pas non, mais c'est permis avec ça, monsieur, excusez-moi, je suis obligé de vous couper. À un moment, on va arrêter avec ça. C'est faux. Le maintien de l'ordre, on sait faire. Protéger les gens qui veulent manifester de manière pacifique, on sait faire. C'est juste qu'à un moment, l'État a peur. L'État a peur parce qu'il y a des jeunes... Excusez-moi, je vous dis les choses. Mais moi, je pose une question. Majoritairement de cités je ne préjuge qui viennent, pas de la réponse. Ce qu'ils faisaient avant, en 1998, l'année où je suis rentré dans la police, dans les cités, ils viennent, ils le font à Paris. Parce qu'on les laisse faire, tout simplement. Et parce qu'on a peur... pas de réprimer, mais de montrer, montrer que... Il faudrait faire quoi? Il faudrait taper dans le dur et... Mathias, je vous donne un exemple très concret. Très concret. Hein. C'est Maroc-France ce soir. Au Maroc, ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu un pillage, une casse, un débordement. Et en France, pendant la CAN, il y avait des violences ou des perturbations. Tout simplement pourquoi? Parce que le délinquant au Maroc, il sait très bien ce qui peut se passer judiciairement. Exactement. Je peux vous dire qu'il a la main qui tremble avant d'aller mettre un mortier d'artifice sur le policier marocain. 10 secondes sur la réponse politique. Non, mais après, on parle plus 10 secondes sur la réponse politique, si vous me permettez, parce que vous venez de le dire et c'est très important, en 2 mots. La présomption de légitime défense, c'est pas rien. Ce qui a été voté hier par l'Assemblée nationale, mon groupe l'a soutenu. On porte un sujet qui est majeur, Elliott Duval l'a dit, avec le groupe Horizon à l'Assemblée, c'est l'exécution des courtes peines.
dans le pays, pendant très longtemps, on avait une philosophie, je termine, promets, en 10 secondes, c'était que quand quelqu'un était condamné à une courte peine, on aménageait sa peine de prison, il n'allait jamais en prison. Nous, on considère qu'une courte peine doit être exécutée. Le modèle hollandais. Voilà. Le modèle hollandais. 10h48, il nous reste trop peu de temps. Arnaud Souquet, je vous présente mes excuses. Vous êtes un joueur professionnel, joueur de football. Vous avez joué également aux États-Unis. D'abord, quel regard vous portez sur la Coupe du Monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une Coupe du Monde réussie. On se plaignait avant la compétition que les stades allaient être plus ou moins vides en fonction des prix. On voit quand même que malheureusement, vu le prix des places, les stades sont quand même pleins. Donc financièrement, je pense que les États-Unis ont réussi leur côté business de la Coupe du Monde et d'amener du monde. Et au final, on voit beaucoup de buts, beaucoup de matchs. Des matchs intéressants avec des équipes qui arrivent à performer. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est une belle fête du football, même si elle a été un petit peu entachée par différentes affaires au niveau de l'arbitrage, par exemple. Des interventions autour des arbitres notamment, mais sinon dans l'ensemble, je pense que... Et sur cette équipe de France, comment vous expliquez la réussite de cette équipe de France, Arnaud Souquet? Je pense qu'aujourd'hui, à la tête de la sélection, déjà, il y a quelqu'un qui arrive à diriger son équipe, qui est conscient des qualités, notamment des forces qu'on a et de la jeunesse de cet effectif. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être chanceux d'avoir cette équipe de France-là, parce qu'on a plein d'équipes qui ont énormément de mal à savoir comment nous jouer. Et je pense que, notamment ce soir, où ça devrait être un plus beau match que ce qu'on a eu au tour précédent contre le Paraguay, où on aura un match sûrement plus ouvert avec, je l'espère, des buts et une victoire de la France au bout. Arnaud Souquet, vous avez, je le disais, quitté la Ligue 1, le championnat de France, pour rejoindre en 2023, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Les États-Unis, c'est un choix qui, à l'époque, était un choix plutôt audacieux. C'est-à-dire, quel est le rapport des États-Unis avec le football ? Je pense qu'ils ont essayé de le développer par le fait de venir notamment des joueurs connus, type Messi, type Griezmann récemment. Puis il y a eu aussi l'attribution de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est un sport qui essaie de se développer dans un pays où il y a des gros sports majeurs, notamment dans certaines villes. Et ils mettent des choses en place pour y arriver. Après, est-ce qu'ils vont y arriver? C'est un autre débat. Il faudra voir comment ça se passe après la Coupe du Monde notamment. Et en tout cas, en l'état actuel des choses, je pense qu'ils ont réussi à créer un engouement, notamment autour de cette sélection aussi nationale qui a fait un beau parcours. Un beau parcours, on va dire, dans l'ensemble. Donc, je pense que c'est un premier step, on va dire, assez intéressant. Il faudra voir s'ils arrivent à avoir une autre attribution. Mais il y a mille choses à voir avec vous, parce que vous êtes joueur professionnel. Vous avez... comment? Je ne sais pas si on a autant de temps. Vous avez 33 ans, 34 déjà. Et donc, c'est aussi revenir sur le parcours des joueurs post-carrière footballistique, quand on n'a pas été peut-être... dans les top 5 des clubs en Europe, sur également le rapport avec les sélections, etc. Il y avait mille choses à faire. Je vous présente mes excuses, cher Arnaud, parce que vous voyez Gauthier Lebret qui est dans les starting blocks avec 100% frontières, qui me regarde en disant « Écoute-moi bien, mon ami, amour ». Je vous regarde toujours avec tendresse, mais avec aussi impatience. Jamais. C'est pas du tout une de mes caractéristiques. Impatience de reprendre la main. Quelqu'un de très calme et de très patient. Écoutez, France-Maroc, évidemment, on va continuer. Vous avez commencé avec Reda Bellage, on va continuer à s'inquiéter. Et puis on reviendra quand même, parce qu'on en a peu parlé à cause évidemment de l'actualité autour de Marine Le Pen, de cette relaxe autour du périscolaire. Vous l'avez fait également ce matin, et c'est la relaxe de la honte. La deuxième relaxe pour le deuxième procès d'un animateur dans le périscolaire. Donc à chaque nouveau procès, on a une potentielle relaxe. Les familles sont évidemment hors d'elles, les associations également, donc on va en parler ce matin. Vous avez eu un échange courtois avec André Vallini d'ailleurs hier sur le sujet. Écoutez, c'est extraordinaire parce qu'il me dit vous n'avez pas consulté le dossier. Il n'avait pas consulté le dossier de Marine Le Pen, il en parlait depuis 1h30. Donc effectivement, c'est un argument parfois à géométrie variable. Mais on a le droit d'être choqué au même titre que les familles. Quand il y a 9 enfants qui parle et qu'il a été condamné pour harcèlement sexuel, par contre, sur ses collègues. Donc on croit les adultes dans ce pays, on ne croit pas les enfants, visiblement. Il est 10h52 dans un instant, c'est 100% frontière, c'est la dernière de la saison? Non, c'est demain, parce qu'on reste pour débriefer France-Maroc. Jeudi, effectivement, j'avais déjà... Et c'est la dernière d'Éric Tegner ce matin. Eh bien, écoutez, rendez-vous dans un instant. Merci à Martin Radley à la réalisation, Mathieu Sébil-Brola, à Dominique Raymond à la vision, à Noah au son, Charlotte Gorzala et Elise Tertrais. Dans un instant, donc... 100% frontière avec Gauthier Lebret. Merci à tous les 6 et à très vite. Bien sûr, on se retrouve ce soir, nous.